Abandonnée à 15 minutes avant minuit, soit 23h47, 23h47, Maya reçut un message qui sonna le glas de son voyage à Paris. 30 minutes plus tard, elle s'envolait à bord d'un jet privé, direction New York, vers une famille discrète mais puissante. Ce soir-là, Maya troqua la sécurité pour le destin, découvrant que son nom était potentiellement inscrit dans les annales des péchés de la mafia. L'aéroport pulsait comme un cœur fatigué après minuit, les lumières fluorescentes estompant les couleurs en une teinte monochrome et insomniaque. Maya Ellis pressa ses paumes contre la froide porcelaine du lavabo des toilettes, confrontée à un reflet qu'elle reconnaissait à peine. Ses boucles soigneusement épinglées pour un vol de nuit, son rouge à lèvres rose pâle, choisi pour les matins parisiens, un petit collier doré annonçant un événement imminent. Des semaines durant, elle avait méticuleusement sélectionné des tenues empreintes de promesses, de la soie pour les soirées mondaines, du lin pour les excursions diurnes sur le sable, et une robe noire pour la nuit où Ethan, elle l'espérait, glisserait une bague à son doigt, déclarant ne plus pouvoir envisager un seul lever de soleil sans elle. Son téléphone vibra, un infime insecte électrique contre le comptoir. « Je ne peux plus, désolé, ne me déteste pas. » Les mots ne s'ancrèrent pas immédiatement. Ils voltigèrent comme des cendres, légers et insaisissables. Elle observa son visage dans le miroir, tentée de déchiffrer leur sens, sa bouche esquissant des questions muettes. « C'est une blague ? Tu es ivre ? Tu t'es trompé de conversation ?» Puis la dure vérité s'imposa. Son abandon était délibéré, irrévocable. Elle appela, boîte vocale, rappela, boîte vocale. Ses doigts les tremblants tapèrent. « Où es-tu ? On embarque dans 28 minutes. Dis-moi que c'est une erreur, s'il te plaît. » Message remis, non lu. La porte des toilettes s'ouvrit. Des femmes allaient et venaient, comme les marées, leur rire, leur parfum, le sifflement des fermetures éclairs des bagages à main, emplissant l'espace. Maya essuya ses yeux avec le papier rêche et retourna vers la porte 15, car ceux qui sont sur le point d'être abandonnés méritent au moins le respect de contempler le vide où l'espoir devrait se tenir. Le tableau annonçait l'embarquement prioritaire pour Paris. Des couples s'avançaient, les doigts entrelacés. Une adolescente discutait en FaceTime avec quelqu'un dans un fuseau horaire où il faisait déjà jour. Maya restait immobile, sa place 2A imprimée à côté de son nom, Ellis Maya. Un futur précis qui ne se concrétiserait pas. Dernier appel. L'agent de porte ferma le pupitre. De l'autre côté de la vitre, l'avion plissa ses hublots contre la nuit, se transformant en un animal d'argent sans ailes. Elle erra alors, comme déracinée, jusqu'à un groupe de sièges déserts, à la porte 23B, fermée depuis longtemps. La faune tardive du terminal se composait d'hommes aux costumes froissés par le voyage et de femmes aux oreillers de cou. Maya s'effondra, la poignée de sa valise froide dans son poing, et laissa les larmes couler, car il n'y avait plus aucune raison de les retenir. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix ne fut pas perçante, mais chaleureuse, basse, soignée, teintée d'un accent qui semblait soulever le bord de chaque mot. Elle leva les yeux et vit un homme se tenir à une distance respectable, les mains jointes lâchement derrière son dos, comme s'il avait répété pour ne pas paraître menaçant. Il possédait cette beauté qu'on admire derrière une vitrine, grand, des cheveux noirs, coiffés comme s'il retombait toujours parfaitement, un costume anthracite qui transformait chaque lumière en une ombre douce sur ses épaules. Mais ce furent ses yeux, bruns et empreints d'une calme assurance, qui la firent déglutir. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Vous avez l'air d'avoir besoin qu'on vous demande si vous allez bien. Ça va ?» Elle aurait pu mentir, elle faillit le faire, mais l'absence de hâte et l'authenticité de son attente firent affleurer l'honnêteté. « J'attends quelqu'un, » dit-elle, détestant l'enrouement de sa voix. Ou plutôt, j'attendais quelqu'un. Il jeta un coup d'œil au numéro de la porte éteinte, puis la regarda à nouveau. « Pas ici, » dit-il avec un petit sourire ironique. « Celui-ci est parti il y a deux heures. » La chaleur lui monta aux joues. La personne que j'attendais a apparemment décidé de ne jamais se présenter. Son expression ne se tordit pas de pitié. Elle prit une teinte qui reconnaissait la douleur particulière d'être déçue sous le regard de tous. « Je suis désolé, » dit-il, et la sincérité de ses paroles fit de nouveau brûler ses yeux. Il hésita. « Puis-je m'asseoir ? Je promets de partir si vous préférez être seul. » Maya acquiesça. Il s'assit sur la chaise voisine, laissant un espace comme une frontière qu'il savait ne pas devoir franchir. « Je suis Dante, » offrit-il après un instant. « Dante Marino. »« Maya, dit-elle. Maya Ellis. » Il tendit une main.
chaude, ferme. La poignée de main ressemblait à un accord pour se comporter humainement dans un lieu conçu pour oublier son existence. « Je n'aurais pas dû demander, dit-il. Mais j'ai déjà été dans un terminal à minuit avec l'impression que le monde s'écroulait. Ça aide quand quelqu'un s'assied. » Il laissa la phrase respirer. « Avez-vous un endroit où aller ce soir ?»« J'avais Paris, dit-elle, un rire craquant lui échappant. Maintenant, j'ai Chicago, je suppose, et un très long week-end à faire semblant que tout va bien. » Dante jeta un coup d'œil à l'horloge. « Mon vol part dans 15 minutes, dit-il, et elle remarqua qu'il n'avait pas une seule fois regardé le grand tableau d'affichage. Porte privée pour New York. Il l'étudia, sans jugement, juste de l'attention. « Venez avec moi. » Elle cligna des yeux. « Pardon, quoi ? Venez à New York, une nuit, chambre séparée, aucune attente. Vous pourrez rentrer chez vous demain si vous le souhaitez. » Il leva une paume, presque gêné. « Je sais comment cela peut paraître. Un étranger, tard, une grande demande. Je peux vous montrer ma carte d'identité, mes cartes de visite, mon LinkedIn, tout mon CV, ou appeler mon assistante. » Le mot se plia d'humour, comme s'il cachait une blague qu'il ne ferait pas à ses dépens. « Ou ma mère, si des références peuvent vous rassurer. »« Votre mère, » répéta Maya, étonnée d'entendre un rire dans sa propre voix. « Elle est très rigoureuse, » dit-il gravement. « Elle vous apprécierait immédiatement et exigerait que je me comporte bien. » Le téléphone de Maya pesait dans sa main. Aucun nouveau message d'Ethan, rien. Son cerveau déroula la liste habituelle. « Ne pars pas avec des inconnus, tu sais mieux que cela. Sois prudente. » Puis une question plus discrète, qu'elle ne s'était pas autorisée à poser depuis des années, frappa. « Et si la prudence était ce qui vous avait mené ici ?»« Quel est le pire qui puisse arriver ?» dit Dante doucement, comme s'il pouvait entendre son débat intérieur. « Vous vous endormez au-dessus de l'Atlantique et vous vous réveillez avec des bagels au lieu de croissants. Ou vous dites non et je vous conduis à un taxi et vous rentrez chez vous en vous sentant comme ça toute la nuit. » Elle fixa le sol, les traces de chewing-gum et le carrelage éraflé, essayant de retrouver la femme qui élaborait des tableaux Excel pour des vacances imaginaires. Mais elle ne trouva que celle qui avait attendu à la porte 15, tandis que son nom s'estompait. « Si je dis oui, dit-elle finalement, il y a des conditions. Nommez-les. Chambre d'hôtel séparée, siège d'avion séparé si possible. Et si je veux partir à tout moment, vous m'aidez à rentrer chez moi sans discussion. »« D'un marché conclu, dit-il immédiatement, comme s'il avait espéré qu'elle insisterait. Tout cela. Il se leva et lui tendit de nouveau la main. L'espace entre eux semblait être la charnière d'une porte. Maya la prit. Ils traversèrent un couloir de service qui sentait faiblement le kérosène et le café qui avait été chaud il y a une semaine. Deux hommes en noir attendaient dit auprès d'un ascenseur discret, large d'épaules, impassible de cette manière, qui dit « Nous sommes payés pour n'avoir aucune expression. » L'un d'eux la regarda, puis Dante, et fit un hochement de tête à peine visible qui aurait pu être une question. La réponse de Dante fut un seul mot en italien, trop doux pour être compris. Les deux hommes se mirent en mouvement, professionnels et silencieux. Un ascenseur, un couloir, l'air nocturne au goût d'aluminium. Le jet s'accroupissait sur le tarmac comme un animal élégant, les lumières chaudes le long de son dos. Une femme en uniforme impeccable descendit les marches. « Bonsoir, monsieur Marino, » dit-elle d'une voix neutre. « Nous sommes prêts quand vous l'êtes. » Capitaine Smith, salua Dante. Voici Maya Ellis, elle nous accompagne. Si la capitaine fut surprise, son visage ne le laissa pas transparaître. Bienvenue à bord, mademoiselle Ellis. À l'intérieur, tout s'adoucit. Cuir crème, un bourdonnement léger comme le sommeil, le silence acheté par l'argent. Maya s'enfonça dans un siège qui s'inclina avec un soupir. En face d'elle, Dante desserra sa cravate dans un geste qui contenait 100 petits soulagements. « De l'eau, du thé ?» offrit-il. « On dirait que votre adrénaline vient de chuter. »« De l'eau, » parvint-elle à dire. Ses mains étaient plus fermes autour du verre froid qu'elle ne l'avait imaginé. Le jet roula, les moteurs vrombissant jusqu'à ce que le monde la presse doucement dans le passé. Elle regarda Los Angeles s'éloigner comme une ville d'étoiles filantes. Son téléphone vibra. « Léna, où es-tu? As-tu atterri? » « Envoie des photos ou je débarque à ton appartement avec de la soupe et des questions. » Maya tapa. « Changement de plan de voyage. Je suis en sécurité. Je t'appelle demain matin, promis. » La voix du capitaine revint avec la météo et l'heure. 5 heures, jusqu'à Teterboro, l'aube de l'autre côté de la nuit. « Des doutes ?» demanda Dante sans paraître attendre une réponse spécifique. « C'est la réalité ?» dit Maya. « Il y a beaucoup de bruit ici. Je peux faire moins de bruit, dit-il en montrant la fenêtre du doigt. Ou vous pouvez parler et je peux écouter.
Je suis exceptionnellement bon pour écouter, peut-être parce que j'ai grandi entouré de gens qui ne le sont pas. » Elle y réfléchit. « Vous êtes très posé pour un homme qui invite des inconnus dans son avion. » Il sourit d'un coin de la bouche. « C'est une première, si cela peut vous rassurer. Je ne suis pas habituellement impulsif. »« Que dites-vous habituellement ? » ?»« Responsable, dit-il, et le mot ne lui venait pas facilement. Prévisible, utile. »« Utile, répéta-t-elle. À qui ? » Son regard effleura la cloison pendant un instant. « À ma famille, dit-il, et quelque chose s'adoucit au bord des syllabes. Des gens qui me considèrent comme un atout. Des gens qui oublient que je suis une personne, à moins que je ne craque. Et vous avez craqué ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Pas encore, dit-il. Je préfère ne pas le tester. Ils restèrent ainsi. Le jet atteignit son altitude de croisière, lissant les turbulences. La nuit était une étoffe de velours drapée autour d'eux. Maya lui raconta les grandes lignes de sa vie, son travail, les enfants qui lui avaient appris ce qu'est le courage quand il est petit, chauve et souriant. Et puis le gala de charité où elle avait rencontré Ethan, les mois où elle l'avait senti se transformer en brouillard. « Je pensais que Paris serait l'endroit où il dirait « pour toujours », dit-elle en haussant les épaules devant l'absurdité. Il s'avère que la porte d'embarquement était l'endroit où il a dit adieu. Les hommes qui partent par SMS, dit Dante, méritent des conséquences très spécifiques, dont la plupart ne peuvent être imprimées. Un rire surpris lui échappa. « Vous parlez comme ma sœur. Elle semble intelligente. »« Elle va détester ça, » dit Maya. « Cet avion, vous, la façon dont j'ai dit oui à quelque chose que je ne fais jamais. Je l'aiderai à me détester moins, dit-il. Je suis Maya, et cette histoire, c'est la mienne. Une histoire où l'inattendu a pris le pas sur chaque plan minutieusement tracé. Devant mes yeux, tante Marino était là, léger, là où j'attendais le poids. J'aurais voulu savoir pourquoi ces hommes, près de l'ascenseur, le regardaient comme on guette l'orage, ou quel était vraiment son métier. Pourtant, la sécurité qu'il dégageait, si particulière, n'était pas un déni, mais une conscience éveillée. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé doucement, une question qui nous a surpris tous les deux. Après tout, ce soir-là, d'autres cœurs brisés devaient exister. Pourquoi s'arrêter sur moi ? Il a pris une profonde inspiration, le genre qui pèse chaque mot. « Parce que vous sembliez tenter d'être poli avec votre propre chagrin, » a-t-il répondu. « Parce que vous avez remercié l'agent de porte pendant que l'avion partait sans vous. Parce que vous avez été aimable avec moi, même en plein désarroi. » La gentillesse. Ce mot s'est déployé en moi comme une couverture oubliée. Les lumières de la cabine se sont tamisées en un ambre doux. Un déclic à l'avant a marqué le début d'un poste de surveillance de 6 heures pour l'un des hommes en noir. Alors que j'observais le visage de Dante sous cette faible lumière, une évidence s'est imposée. Il ne cherchait pas à m'impressionner, il cherchait à être décent. Et cela m'impressionnait bien plus que n'importe quel artifice. « New York sera bruyante », a-t-il dit après un silence. « Si c'est trop, nous ferons demi-tour. Si vous voulez un petit déjeuner dans un endroit avec des tasses ébréchées et des crêpes parfaites, j'en connais un. Si vous voulez dormir 2 jours, je peux créer un monde où personne ne vous dérangera. Si vous voulez faire comme si nous ne nous étions jamais rencontrés, je deviendrai exceptionnellement mauvais pour recontacter les gens. Est-ce votre spécialité ? Ai-je demandé. Devenir ce dont les gens ont besoin ? Son sourire n'a pas entièrement disparu. C'est une compétence de survie, a-t-il dit. Mais ce soir, je suis juste un homme qui ne voulait pas que vous rentriez seul dans un appartement vide. Je me suis adossé, laissant le ronronnement des moteurs tisser une berceuse de bruit blanc dans le noir. Mes os se sont déliés un par un, mon corps s'est détendu. La douleur ne s'est pas évanouie, elle s'est élargie, créant de l'espace pour respirer. « Dante !» ai-je murmuré avant de sombrer dans le sommeil. « Oui. Si ma sœur appelle pendant mon absence, dites-lui que vous êtes comptable. » Il a ri doucement. La chose la plus dangereuse que je pourrais prétendre être. Pourquoi ? Tout le monde veut des faveurs des comptables. Son visage est devenu flou alors que mes yeux se fermaient. La dernière chose que j'ai perçue fut le regard furtif de l'homme à l'avant de la cabine vers Dante alors qu'un léger bourdonnement parvenait à son oreillette, et la contraction de la bouche de Dante. Pas de peur, mais une intense conscience. Dehors, la nuit nous portait vers l'est. À l'intérieur, la distance entre la vie que j'avais planifiée et celle que je n'avais pas osé désirer se réduisait à la largeur d'une allée en cuir et à un homme qui tenait ses promesses. Nous atterririons à l'aube. Nous foulerions le sol d'une ville réputée pour refaire ce qui n'arrive qu'avec une valise et un battement de cœur. Et quelque part entre le tarmac et la première tasse de café, je comprendrais pourquoi des hommes massifs comme des portails,
tressaillait lorsque Dante Marino parlait italien à voix basse. Et si la gentillesse qui m'avait amené à bord pouvait survivre au pouvoir qui lui obéissait alors, pourquoi le regard du capitaine a-t-il glissé vers le SUV d'escorte, comme s'il en attendait un deuxième? Et qui, au juste, avait décidé de démarrer les moteurs des deux véhicules? Les roues ont effleuré la piste si doucement que je n'ai presque pas remarqué le silence s'installer dans l'avion. Ce que j'ai ressenti, c'était le contre-coup. Mon cœur battait soudainement trop fort pour la valse de pensées silencieuses, comme des feux de détresse clignotants. J'ai défait ma ceinture avec des doigts qui feignaient de ne pas trembler, et j'ai surpris Dante me regardant sans intrusion, une présence calibrée pour être à la fois proche et pas trop proche. « Ça va ?» a-t-il demandé. Ma gorge s'est nouée. Je vais vomir. Il était debout avant que je finisse la phrase, faisant signe au capitaine de reculer d'une main douce. « Respirez avec moi », a-t-il dit, s'agenouillant pour que ses yeux soient au niveau des miens, lentement par le nez, puis expirez par la bouche. Bien. Encore. L'humiliation me piquait. La panique montait quand même, une marée contre laquelle je ne pouvais rien. « Je ne fais pas ça », ai-je dit, d'une voix petite et furieuse contre elle-même. « Je ne monte pas dans des avions avec des inconnus. Nous pouvons vous ramener chez vous immédiatement, a-t-il dit simplement. Sans question, dites le mot. La certitude qu'il le ferait, que mon choix primait sur ses plans, a trouvé une prise dans mon esprit en tourmente. J'ai fixé son regard et j'ai compté l'air qui entrait et sortait, jusqu'à ce que le rugissement dans mes oreilles se transforme en un murmure régulier. « Je déteste que vous ayez vu ça », ai-je chuchoté, essuyant une larme du revers de la main. « J'aime que vous soyez humaine », a-t-il dit. « C'est rare là où je vis. » La porte s'est ouverte. L'aube extérieure avait ce bleu métallique qui donne même au secret un air froid. Le capitaine les a remerciés. Les hommes en noir ont bougé les premiers. L'un est descendu l'escalier, scrutant le tarmac avec l'attention détachée de quelqu'un qui catalogue les menaces pour gagner sa vie. L'autre a parlé dans sa manche, dans un langage de chiffres. J'ai senti la paume de Dante planer près du bas de mon dos. Non pas un contact, mais une présence. Le vent mordait. La première bouffée du matin du New Jersey avait le goût du fer blanc et de la possibilité. Ils sont descendus vers un SUV en attente qui portait sa neutralité comme un uniforme. Le chauffeur a dit « Bonjour, monsieur Marino ». Sans regarder en arrière, un autre SUV était garé, un chariot de voiture derrière eux. J'ai remarqué comment le deuxième véhicule s'est glissé dans leur sillage, comme une ombre qui connaissait la chorégraphie par cœur. J'ai décidé que c'était le moment de poser une vraie question. Ces hommes, ai-je dit doucement, regardant l'aéroport s'éloigner. Ils travaillent pour vous? Ils travaillent pour ma famille, a-t-il dit. Et la pause après ma famille était mince comme du papier, mais forte. Il s'assure que je ne suis pas un problème facile à résoudre. Êtes-vous un problème? Il a réfléchi à cela avec un sérieux surprenant. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, moins. J'essaie d'être une solution quand je peux. La ligne d'horizon est apparue, une rangée de dents de graphite attrapant la première lumière. Le SUV s'est engouffré dans le tunnel. La lumière stroboscopique de l'intérieur balayait le véhicule dans un rythme qui transformait chacun en une version différente de lui-même à chaque scintillement. Maya l'infirmière, Maya l'abandonnée, Maya avec un choix, Dante le gentleman, Dante le commandement. Mon téléphone a vibré alors qu'ils émergeaient à Manhattan. Lena à l'écran, puis l'avalanche de messages qui s'étaient accumulés pendant que le monde sous mes pieds changeait de code postal. Où êtes-vous? Pourquoi ne répondez-vous pas? Dites-moi que vous n'êtes pas seul. J'ai jeté un coup d'œil à Dante. Il a fait semblant de lire un email et n'a pas réussi à cacher qu'il essayait de me donner de l'intimité. J'ai appuyé sur « Appeler »,« Zouzou ». La voix de Lena a atterri si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. « Tu es vivante? Je le jure devant Dieu, si tu... »« Je vais bien », ai-je dit, et ma voix a paru plus stable que je ne l'étais. « Je suis en sécurité. »« Où? Avec qui? Dois-je conduire quelque part et y mettre le feu ?» J'ai pris une grande inspiration. Des lignes droites, sans scier. Ethan m'a largué à la porte par message. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. Je suis à New York. Silence. Le genre qui s'étire sur l'incrédulité comme du film plastique. New York, chambre séparée, ai-je dit rapidement. Pas de bizarre. Il a respecté toutes les limites que j'ai demandées, et plus encore. Il a été gentil, Lena. C'est ce que les podcasteurs de tueurs en série disent au début. J'ai presque ri. Il a une mère et des employés qui l'appellent « Monsieur Marino » comme s'il avait inventé leur nom de famille. Fait que ce n'est pas le réconfort que vous pensez que c'est. Un soupir a retenti dans le haut-parleur.
Envoie-moi le nom de l'hôtel, je ne plaisante pas, et réponds à ton téléphone chaque fois que j'appelle. Sinon, je suppose que tu es dans un coffre. Je répondrai, promis. J'ai terminé l'appel et j'ai trouvé Dante me regardant ouvertement maintenant. La bouche tordue. Votre sœur m'aime déjà. Elle imprime votre photo et lance des fléchettes dessus. Excellent. Ça veut dire qu'elle écoutera quand je lui dirai que vous êtes en sécurité. Le SUV s'est arrêté sous le auvent arqué du plaza, le genre de bâtiment qui prétend avoir toujours été là et le sera toujours. Le portier s'est dirigé vers les portes. Le sourire d'un concierge s'est réorganisé pour quelqu'un avec un dossier dans l'arrière-boutique. Un petit chapelet de regard du personnel a relié Dante à un souvenir que l'hôtel avait clairement de lui. Régulier, respecté, des troubles contenus. 2 chambres, a-t-il dit à la réception, au même étage. Le réceptionniste n'a pas demandé de carte. Il a demandé comment M. Marino aimait ses oreillers. Les clés ont glissé sur le marbre. Les ascenseurs se sont tenus ouverts comme des bouches dorées obéissantes. Dans la solitude de l'ascenseur, Dante a tendu une carte clé. « Pour vous », a-t-il dit. 15e étage. « Je suis au 15e également », elle opposait. Il a incliné son menton vers les caméras de surveillance. « Aucun de mes gars dans votre couloir, sauf si vous appelez. »« Mes gars », ai-je pensé. Le possessif le rendait crédible. Cela ne ressemblait pas à de la possession, mais plutôt à de la responsabilité. Ma chambre m'a englouti. Elle était trop belle pour mes chaussures, trop vaste pour mon souffle. Je me suis tenu à la fenêtre pendant que Central Park secouait ses joggers matinaux. J'ai accroché la robe noire dont je n'avais pas besoin à un crochet que je ne méritais pas. Et quand les larmes sont revenues, elles ont été brèves et honnêtes. Moins à propos d'Ethan qu'à propos de la version de moi-même qui avait cru qu'un avenir devait arriver à l'heure. Mon téléphone a sonné. « Faim ?» a demandé Dante. « Je connais un endroit où les crêpes changent des vies. Je pourrais manger, ai-je dit, ce qui signifiait que je pourrais être humaine. Oui, mais rien de chic. »« Dieu nous en préserve, » a-t-il répondu, presque soulagé. « Rendez-vous dans le hall dans 20 minutes. » En bas, il avait enlevé sa cravate et une certaine couche imperceptible de son armure. Il m'a guidé devant les parterres de fleurs du hall, puis à travers un couloir chargé d'histoires encadrées, et enfin vers un air qui piquait mes joues et donnait à la ville une odeur de métal et de sucre. Nous avons marché. Les 2 hommes qui nous suivaient ont disparu dans le flot de la circulation piétonne, comme des ombres choisissant différents corps à porter. Le restaurant se tenait à un coin de rue qui attirait les gens qui croyaient au café ordinaire. Les banquettes en vinyle nous ont accueillis. La serveuse a appelé Dante, Han, sans ironie, et a rempli les tasses comme des bénédictions. « C'est parfait », ai-je dit, la bouche pleine de crêpes qui avaient le goût du dimanche. « Je viens ici quand je veux de la nourriture honnête et des journaux que personne ne lit plus », a-t-il dit. Il a plié la page des sports, échouant à prétendre qu'il ne me regardait pas récupérer des couleurs. Il m'a posé des questions sur l'unité où je travaillais, et je lui ai raconté de petites vérités. La façon dont les enfants sourient de tout leur visage, la façon dont les parents vieillissent en quelques heures, la façon dont les infirmières deviennent à la fois des guerrières silencieuses et un soutien inébranlable. « Et vous ?» demanda-t-elle, observant la prudence s'installer dans ses yeux. « Que faites-vous, à part offrir de meilleurs matins aux passants égarés ?»« Je dirige une entreprise de logistique, » répondit-il. La réponse était à la fois exacte et insuffisante. Il la laissa planer, puis ajouta « J'essaie de la rendre moins ce qu'elle était, et plus ce qu'elle devrait être. Propre, utile, ennuyeuse, à un souffle léger. Je n'y suis pas encore. » La clochette au-dessus de la porte tinta. Un homme en costume impeccable, quoique banal, entra et balaya la pièce d'un regard qui ne traduisait aucun intérêt pour les œufs. Il repéra Dante et modifia sa trajectoire pour ne pas l'approcher. Les hommes de Dante, qui s'étaient installés au comptoir et apprécièrent soudain le café noir, ne tournèrent pas la tête. La pièce continua de manger. L'air s'épaissit d'1 degré. Maya posa sa fourchette. « Dites-moi ce qui pousse des gens comme lui à changer de camp. » Il souffla sur son café comme si le temps était à sa disposition. « Mon nom, dit-il, ou plutôt les gens qui y sont attachés. Nous possédons des entreprises, nous déplaçons des marchandises, nous signons des contrats que d'autres ne voient pas. Il y a des règles. »« Des règles », répéta-t-elle, doucement, en savourant le mot. « Des lignes que nous ne franchissons pas, dit-il. Pas si je peux l'éviter. » Un silence. « Vous êtes en sécurité avec moi. Je ne laisserai pas mon monde vous utiliser. »« Je ne suis pas une chose à utiliser, » dit-elle, avec plus de fermeté que de volume dans la voix. Il croisa son regard. « Exactement. » Dehors, le matin se transforma en jour. Ils laissèrent des notes qui auraient embarrassé des appétits plus modestes.
et réintégrèrent une ville qui avait décidé de ne plus être douce. Le parc les accueillit comme une profonde respiration. Pendant un moment, ils marchèrent simplement, captant des bribes d'autres vies, laissant le rythme des coureurs réajuster leur intérieur. Le téléphone de Maya vibra avec un SMS de sa superviseure. « J'espère que Paris est magique », Alain dit. « Oh » déglutit-elle, « je devrais penser au travail. »« Que voulez-vous faire » demanda Dante. « Pour l'instant, pas pour toujours. »« Je veux arrêter d'entendre son message dans ma tête, » dit-elle. « Je veux un jour où chaque pensée ne soit pas un plaidoyer pour un homme qui a choisi la commodité plutôt que le courage. Alors, c'est le jour que nous construisons, » dit-il. Un enfant sur une trottinette vira trop largement devant eux. Un klaxon de taxi retentit. Le monde tressauta. Dante bougea sans réfléchir. Un pas, un bras tendu attrapant le guidon de la trottinette. Un murmure « Ça va, mon pote », prononcé à hauteur des yeux comme un serment. La mère de l'enfant murmura un « merci », avec la fureur particulière des gens qui viennent d'éviter la pire version de ce qu'ils aiment. Maya observa la façon dont le corps de Dante savait se placer entre le danger et une petite personne. Pas une performance, un réflexe. La partie d'elle qui bounrioue les gens en catégories réorganisa une étiquette. Ils rebroussèrent chemin vers la 5e avenue alors que midi commençait à réchauffer l'air. Un SUV noir changea de voie 2 voitures derrière eux, puis y resta, sans se rapprocher, sans prendre de distance, une présence constante. Maya capta le scintillement d'un rétroviseur latéral et la possibilité qui s'y reflétait. « On nous suit », dit-elle calmement. « Oui », dit Dante, tout aussi discrètement, « par quelqu'un qui veut que je le remarque. »« Pourquoi ? Pour que je sache qu'il pourrait être plus proche, » dit-il, « pour que je m'inquiète de la personne avec qui je suis. » Elle dressa un petit inventaire de sa peur, surprise d'en trouver moins qu'hier. « Que faisons-nous ? Nous continuons notre journée, » dit-il comme un homme qui démasque un bluff. « Nous laissons mes hommes faire leur travail. Nous déjeunons là où le panier à pain est une religion. Nous vous achetons des chaussures confortables, parce que j'ai remarqué que vous aviez fait vos valises pour les pavés de Paris, pas pour les trottoirs de New York. Et si je vous dis de monter dans une voiture que je n'ai pas commandée, ajouta-t-il, amusé et redoutable à la fois. Vous me dites d'aller en enfer. » Elle souffla un souffle qui aurait pu être un rire. « D'accord. » De retour à l'hôtel, Rocco Vitali attendait près d'une colonne, comme s'il y avait été imprimé. La quarantaine, un costume qui ne faisait aucune publicité, un air d'avoir vu le sol de chaque pièce avant l'entrée de quiconque. « Patron !» dit-il à Dante, et les mots glissèrent sur le tapis comme une lame qu'elle ne pouvait pas voir. « Rocco !» répondit Dante, et la douceur sur son visage ne bougea pas d'un pouce. « Voici Maya Ellis. » Le regard de Rocco parcourut Maya, de ses chaussures à ses yeux, avec une économie respectueuse. « Mademoiselle Ellis ?» Il hocha la tête une fois, pas tout à fait un salut. « Bienvenue. »« Merci, » dit-elle, car elle avait été élevée pour rendre le respect. À Dante, Rocco dit « Le Tao noir nous a suivis depuis le tunnel. Plaque du Colorado, probablement fausse. Ils voulaient qu'on les compte. Laissez-les se sentir vus, » dit Dante, et affamé. La bouche de Rocco ébaucha un petit sourire. Il jeta un coup d'œil à Maya, sans hostilité, juste mesurant. « Vous avez besoin de quelque chose ? Je suis à 10 pieds et parfois à 3. J'essaierai de ne pas vous trébucher dessus, » dit Maya, ce qui lui valut le fantôme d'un sourire avant qu'il ne se dissolve à nouveau dans l'architecture. Dans sa chambre, le bourdonnement de la ville traversait les murs. Maya se débarrassa du voyage en prenant une douche et emprunta du courage à la robe de chambre blanche de l'hôtel. Quand elle retourna dans le couloir, une enveloppe était posée contre l'huisserie de sa porte. Son nom n'était pas imprimé, mais écrit d'une main qui appuyait trop fort sur les jambages descendants. À l'intérieur, une photo granuleuse provenant d'une caméra de sécurité d'aéroport. Elle et Dante dans l'ombre du jetway, sa main tendue, sa main la prenant. La légende, en lettres capitales découpées dans quelque chose de bas de gamme, choisissez judicieusement. Le sol pencha. Elle regarda dans les 2 directions à la fois. Couloir vide, papier peint trop orné pour être utile. Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait et glissa la photo sous la porte avec la pointe de sa chaussure, comme si elle pouvait mordre. Dante répondit au premier coup de fil. « Maya, j'ai quelque chose que vous devriez voir, » dit-elle, et détesta le calme de sa voix. « C'est... Quelqu'un a laissé un message. Laissez-le où il est. Ne le touchez pas. Je suis devant votre porte. » Elle ne l'avait pas entendu arriver. Le verrouillage clignota. Il entra avec Rocco derrière lui. Les 2 hommes adoptèrent un calme qui changea l'atmosphère de la pièce. Maya pointa du doigt. Rocco s'accroupit, les yeux plissés.
Il prit une photo avec un téléphone sans étui. Il tint l'enveloppe avec un mouchoir qui semblait trop cher pour le travail et glissa le tout dans une mince pochette noire qu'il engloutit comme un tour de magicien. « Mignon, dit Rocco. Daté, mais mignon. »« Rousseau ?» demanda Dante, sa voix plus basse que son propre battement de cœur. « Ça se pourrait, dit Rocco. Ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui veuille lui ressembler. » Maya croisa les bras sur elle-même sans le vouloir. Dante le remarqua. « Vous êtes en sécurité, dit-il, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit la colère soutenir ses mots. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas que cela devienne un film où je suis l'intérêt amoureux collé à une chaise pendant que des hommes prononcent des discours. Personne ne vous colle nulle part, dit Dante. Jamais. » Le téléphone de Rocco vibra. Il lut un message, ses sourcils se haussant légèrement. Blake a atterri. JFK en solo. On dirait un rendez-vous à Midtown, partie inconnue. Ethan, dit Maya, et le nom eut le goût de quelque chose de périmé dans le réfrigérateur. Il est venu ici. Les gens comme lui n'aiment pas les choses inachevées, dit Rocco sans s'excuser. Dante se tourna vers Maya, ne prenant pas de décision au-dessus de sa tête. « Mais vous n'êtes pas obligé de le voir, dit-il. Vous ne lui devez pas ça. Et si je voulais l'entendre me mentir en face, dit-elle calmement, pour que je puisse arrêter d'imaginer de meilleures répliques pour lui. » La bouche de Rocco tressauta, impressionné malgré lui. Nous pouvons rendre cela sécurisé. Dante ne regarda pas Rocco. Il garda son attention sur elle. Nous le faisons à votre manière, à votre rythme. Mais avant que vous ne décidiez quoi que ce soit, il y a quelque chose que je devrais vous dire. Et je vous l'aurais dit aujourd'hui de toute façon. Il ne changea pas de posture. Il ne l'adoucit pas avec du charme. Il prononça les mots comme si la vérité était la seule monnaie qui lui restait. « Mon nom de famille ouvre des portes, dit-il. Il les verrouille aussi. L'entreprise que je dirige est une vraie entreprise. Elle se trouve aussi à la lisière de choses dont vous lisez et espérez ne pas rencontrer. J'ai passé 2 ans à la tirer vers la lumière, pas assez vite pour les gens qui voulaient pas et partir hier, trop vite pour les hommes qui aiment leur argent à l'ancienne. Si vous restez près de moi, quelqu'un pourrait essayer de faire de vous une leçon. » Le pouls de Maya battit fort une fois. « Et si je m'éloigne ? Je ne vous poursuis pas, dit-il. Je m'assure que personne d'autre ne le fasse. Ce n'était pas de l'apitoiement, ce n'était pas une performance. C'était un homme qui nommait la ligne au sol et refusait de la déplacer d'1 pouce plus près de ses pieds. Elle sentit la forme de sa peur, puis elle sentit la forme de ses choix autour d'elle. « D'accord, dit-elle. Merci de me l'avoir dit. » Un battement de silence. Rocco s'éclaircit la gorge comme si l'oxygène avait besoin d'un accompagnateur. « Patron, la voiture nous a suivis sur la 57e. Si nous bougeons, je préférerais tôt. » Dante acquiesça une fois. « Donnez-moi 10 minutes. » Il regarda Maya. « Dînez avec moi ce soir. Terrain neutre, fenêtre. » Trop de témoins pour être dramatique. C'est là que vous donnez le nom du restaurant et que je fais semblant d'en avoir entendu parler. Il sourit presque. C'est là que je donne le nom et que vous le dites à votre sœur. Et si à un moment vous voulez partir, nous partons. Voiture séparée. Inséra Rocco comme s'il énonçait une loi de la physique. Voiture séparée, répéta Dante. Il recula d'1 pas comme si la proximité elle-même était une pression. Reposez-vous, appelez Léna. Si quelqu'un d'autre que moi ou Rocco frappe, vous appelez la réception et dites « ménage ». Ils nous transféreront. Et si c'est le ménage, ils seront vexés, dit Rocco sèchement. Mais ils s'en remettront. Ils partirent. La pièce se déploya à nouveau autour d'elle, chère et inutile. Maya appela Léna et prononça les mots qui seraient des armes dans d'autres bouches, mais qui étaient chez elle de l'inquiétude. Elle mangea la moitié d'une pomme du service d'étage, parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose de sensé. Elle fixa le fantôme de l'enveloppe sur le tapis jusqu'à ce que les motifs se brouillent. Elle se dit qu'elle était toujours la femme qui ne choisissait pas le chaos. Elle se dit qu'elle empruntait temporairement le courage de ne pas fuir. Le soir arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. La ville se teinta de drame. Un message de Dante arriva, efficace et sans fioriture. « Voiture pour vous à 7h10. J'arriverai 5 minutes plus tard. Même endroit. » Elle était sortie à 7h08 parce qu'être en avance lui donnait une armure. Le couloir était vide. L'ascenseur s'ouvrit sur elle avec une sorte de soupir d'attente. Au rez-de-chaussée, le hall de l'hôtel l'encadrait de cristal et d'or, et en passant la porte tournante, elle aperçut un reflet d'elle-même qui la surprit. Pas la silhouette d'une femme abandonnée, ni celle d'une touriste égarée, mais d'une personne dont le centre de gravité s'était stabilisé. Une berline noire patientait au trottoir. Ce n'était pas le SUV habituel, un choix manifestement.
Elle tendit la main vers la poignée, marquant une pause alors qu'une seconde voiture identique se glissait de l'autre côté du haut-vent. Même marque, même couleur. Un miroir qu'elle n'avait pas commandé. Son téléphone vibra. Un nouveau message. Numéro inconnu. Parlons, Maya. Je suis dehors. S'il te plaît, ne te trompe pas de voiture. Elle n'eut pas besoin de lire le nom pour reconnaître la voix dans la cadence. C'était Ethan. Le chauffeur se pencha pour ouvrir la portière passager avec une élégance familière qu'il ne pouvait savoir qu'elle reconnaîtrait. « Madame Ellis, dit-il, comme s'il avait répété les voyelles. Maya jeta un coup d'œil dans la vitre brillante de la berline et se vit en double. Une voiture sentait légèrement le cuir neuf et la retenue. L'autre exhalait un parfum de discours qu'elle ne devait à personne. Elle resta immobile entre les deux pendant un battement de cœur précis et sentit la ville retenir son souffle avec elle. Quelle porte choisir alors ? Et qui d'autre, invisible, avait déjà décidé que son choix en dirait plus qu'elle ne voulait révéler. Maya se figea sous l'auvent scintillant de la place, son souffle embuant l'air frais de Manhattan. 2 berlines noires identiques attendaient au trottoir, élégantes, au fini miroir, impossibles à distinguer. L'une se trouvait sous la lumière dorée de l'entrée de l'hôtel, exactement là où le message de Dante l'indiquait. L'autre patientait juste hors de portée de la sécurité. Ses vitres teintées offraient une nuance de nuit plus profonde. Son téléphone vibra de nouveau. « Ethan, parlons, Maya. Je suis dehors. S'il te plaît, ne te trompe pas de voiture. » Son cœur martelait dans ses oreilles. Elle scruta les chauffeurs. Tous deux portèrent des costumes. Tous deux la regardaient à travers la vitre. L'un fit un signe de tête poli. L'autre sourit, un sourire qu'elle reconnaissait. Ethan, son ex-petit ami, son presque fiancé, était assis sur la banquette arrière de la deuxième voiture. Sa main se leva, paume ouverte. Le même geste désarmant qu'il avait utilisé 1000 fois auparavant, celui-là même qui autrefois la calmait. Désormais, cela ressemblait à un piège. « Maya !» Une voix grave l'appela derrière elle. Elle se retourna. Rocco se tenait près des portes tournantes, le col de son manteau relevé contre le vent, les yeux plissés alors qu'il assimilait la scène en un seul coup d'œil. Un regard sur son téléphone, un autre sur les voitures. « Retourne à l'intérieur, » murmura-t-il. « Il est juste là, » ajouta-t-il. « À l'intérieur, » répéta Rocco, plus tranchant désormais. S'il veut parler, il peut le faire en plein jour, pas depuis une vitre teintée. Le moteur de la deuxième voiture vrombit, subtil mais provocateur. La silhouette d'Ethan se pencha en avant, gesticulant vers elle, articulant des mots qu'elle ne pouvait entendre. La main de Rocco effleura le creux de son dos. Pas un contact, un signal, une protection en mouvement. Il positionna son corps entre le sien et le trottoir, juste au moment où la portière de la première voiture s'ouvrit. Dante en sortit, son manteau sombre flottant comme une extension de la nuit elle-même. Son regard traversa le trottoir, enregistrant tout en quelques secondes. Le véhicule en double, le visage familier à l'intérieur, la tension qui s'accumulait dans la posture de Rocco. À l'intérieur, il répéta un ton absolu. Maya hésita, mi-peur, mi-défi. « C'est Ethan, il m'a suivi. »« Je sais, » dit Dante d'une voix calme. « Et il n'est pas le seul à te surveiller. » Il hocha la tête vers le lampadaire de l'autre côté de l'avenue. Un homme y était appuyé, feignant de consulter son téléphone. Sa posture était trop rigide, sa veste trop plate au niveau de la hanche. Une autre ombre trembla dans le reflet de la vitrine d'un café, quelqu'un faisant semblant de ne pas regarder. Rocco s'avança, murmurant dans un micro qu'elle ne pouvait voir. 2 des hommes de Dante émergèrent d'un SUV voisin, leurs mouvements si fluides qu'ils semblaient répétés. En quelques secondes, la deuxième berline s'éloigna du trottoir, bloquée par un trafic que Dante n'avait même pas signalé. Le visage d'Ethan se tourna vers elle une dernière fois, avant que la voiture ne se fonde dans la circulation et ne disparaisse. Maya expira avec peine. « Tu avais des gens qui me surveillaient. »« J'ai des gens partout, » répondit Dante. « Pas parce que j'aime ça, mais parce que je dois. » Elle voulut argumenter, lui dire que ce n'était pas normal, qu'elle n'avait pas sa place dans un monde où chaque recoin pouvait cacher un guetteur. Mais la vérité s'imposa. Ethan l'avait suivie, retrouvée, traquée à travers le pays, et d'une manière ou d'une autre, Dante le savait avant elle. Dans la douce lumière de l'hôtel, ses genoux finirent par trembler. Dante la guida vers le salon le plus proche, une alcôve tranquille avec des fauteuils de velours et des lampes dorées. Le bruit de la ville s'atténua derrière la vitre. « Parle-moi, » dit-il doucement. Maya s'enfonça dans un fauteuil, serrant son téléphone. « Il a dû suivre ma position ou appeler ma sœur, » ajouta-t-il. Il voulait expliquer. « Expliquer quoi ?» demanda Rocco, scrutant le hall comme si la conversation était une fonction secondaire, qu'il avait paniqué, qu'il avait une bague, que tout cela était une erreur. Son rire fut amer.
J'y ai presque cru, presque. Ce presque te sauvera la vie un jour, dit Dante. Elle fronça les sourcils. Tu as l'air de quelqu'un qui a déjà dit oui à la mauvaise personne. Le regard de Dante dévia, non pas au loin, mais vers l'intérieur. Quand tu grandis dans mon monde, tu apprends à lire l'intention plus vite que l'affection. Le mauvais oui peut te coûter tout. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Écoute attentivement, Maya. Si Ethan t'a contacté ce soir, il ne s'agit pas de closure. C'est un levier. Quelqu'un sait que tu es avec moi. Cela te rend utile. Utile, répéta-t-elle, un frisson de glace traversant sa poitrine. À qui? Ça dépend de qui l'a envoyé, répondit Rocco d'un ton clinique, détaché. Ça pourrait être Rousseau, ça pourrait être un autre rival, ça pourrait être le FBI. Le FBI? Son pouls s'accéléra. Pourquoi le FBI s'intéresserait-il à moi? Parce qu'il s'intéresse à lui, dit Dante doucement, hochant la tête vers lui-même. Et ils savent que l'innocence attire une meilleure proie que la culpabilité. Maya secoua la tête. Non, je ne fais pas partie de ça. Je suis infirmière. Je n'ai pas ma place dans ton monde de l'ombre. Je sais. La voix de Dante ne portait aucun argument, seulement le fait. Et je veillerai à ce que ça reste ainsi. Mais je ne peux pas le faire si tu rencontres des hommes qui veulent t'utiliser comme une porte. Le téléphone de Rocco vibra. Il s'écarta, marmonna en italien, puis revint, la mâchoire serrée. Nous avons une confirmation. Les hommes de Russo suivaient Blake. Ils l'ont intercepté après son départ de JFK. Le ventre de Maya se serra. Intercepté? Pas pour dîner, dit Rocco d'un air sombre. Il est entre leurs mains. Elle les regarda l'un après l'autre. Alors, Ethan, c'est quoi? Un otage, maintenant? Ou une offrande, dit Dante. Russo aime les symboles. Il exhibera Blake comme preuve qu'il peut m'atteindre par n'importe qui. L'esprit de Maya s'emballa. Mais pourquoi m'impliquer? Parce que tu m'importes maintenant, dit Dante doucement. Les mots eurent de plus d'impact qu'elle ne s'y attendait. Ni romantique, ni manipulateur, juste honnête. Comme un aveu qu'aucun d'eux n'avait prévu, elle déglutit. Je n'ai pas demandé ça. Moi non plus, dit-il. Mais nous y sommes. Un silence s'installa. Épais, conscient, instable. Puis Rocco se racla la gorge. Boss, si Russo rôde, nous devons bouger. Vous avez un dîner à l'Osteriotto dans 40 minutes. La moitié du quartier supérieur y sera. Parfait, dit Dante. Endroit public. Trop de témoins pour commencer quelque chose de stupide. Trop de miroirs pour tout voir, rétorqua Rocco. J'accepte cet échange. Dante se leva, se tournant vers Maya. Viens avec moi. Son instinct s'enflamma. À un dîner de la mafia? À un restaurant, corrigea-t-il, les yeux brillants, où nous mangerons, parlerons et laisserons la ville voir qui se tient à mes côtés. La visibilité publique est une sécurité ce soir. Et si quelqu'un me reconnaît à cause d'Ethan? Ils l'ont déjà fait, dit-il, ce qui signifie qu'il est plus sûr de passer par la porte d'entrée avec moi que de se cacher seul dans l'obscurité. Elle hésita, pesant chaque once de bon sens qu'il lui restait. Puis, elle pensa à l'enveloppe glissée sous sa porte, au sourire moqueur à travers la fenêtre, aux hommes qui bougeaient quand Dante prononçait un seul mot. « D'accord, dit-elle, mais je ne m'habille pas pour un sommet de la mafia. »« Bien, dit-il, ils s'attendront à une performance. Tu seras la vérité. » Le trajet en voiture pour remonter la ville traversa la lueur de Manhattan. Les reflets d'or et de rouge glissaient sur le visage de Dante. Il ne parla pas beaucoup, elle non plus. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était apaisant, préparatoire. Au restaurant, le maître d'hôtel accueillit Dante avec la déférence de quelqu'un conscient que lui refuser n'était pas une option. Ils furent conduits à une table d'angle à côté d'un mur de verre, surplombant la ville comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Maya essaya de ne pas regarder les clients qui changeaient subtilement de position sur leur siège, les serveurs qui se déplaçaient avec une chorégraphie précise, les conversations qui baissaient, puis reprenaient. La présence de Dante était une force gravitationnelle. Tout le monde s'ajustait autour de lui. Il commanda du vin, un simple italien, rien d'ostentatoire. Quand le serveur partit, il dit « J'ai grandi en mangeant dans des endroits comme celui-ci, moitié famille, moitié affaires. On apprend à goûter la vérité entre les plats. »« La vérité a un goût cher, » murmura-t-elle, balayant la pièce du regard. Il sourit faiblement. « Non, elle a un goût mérité. » De l'autre côté de la pièce, un homme en costume sombre leva son verre vers Dante en signe de salut. Une reconnaissance silencieuse. Dante lui rendit le geste, l'expression neutre. Maya suivit le mouvement et se figea. La bague de l'homme, une lourde chevalière en or, capta la lumière.
le même emblème qu'elle avait vu une fois auparavant sur une photo du téléphone d'Ethan. Un lion entouré de lauriers. « Dante, murmura-t-elle. Cet homme, il travaillait avec Ethan. J'ai vu sa photo, c'est l'un de ses clients. » Les yeux de Dante s'aiguisèrent. Ce n'est pas un client, c'est un collectionneur. Un quoi? Avant qu'il ne puisse répondre, un serveur s'approcha avec un mot plié sur un plateau d'argent. Pas d'enveloppe cette fois, juste de l'encre sur du papier ivoire. Dante le déplia. Sa mâchoire se serra. Il le lui tendit. C'est ainsi que l'air choisit ses remplaçants. Faites attention au cœur que vous utilisez comme bouclier. Certains se brisent plus bruyamment que d'autres. V. Rousseau, dit Dante. Le pouls de Maya s'emballe. Il est ici. Non, dit Rocco derrière son épaule. Elle ne l'avait même pas remarqué entrer. Il n'a pas besoin d'être là. Dante déposa le mot comme une preuve. Il teste les limites, il voit jusqu'où il peut aller avant que je ne réagisse. Et tu réagiras? Pas encore. Il se pencha en arrière, les yeux fixés sur les siens. Pas avant de savoir ce qu'il est prêt à risquer d'autre. Comme Ethan, dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois. Ou toi? Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Pourquoi moi? Je ne suis personne. Tu es l'infirmière qui a fui une trahison pour entrer dans ma vie, rétorqua Dante. Dan, cela fait de toi une personne que chaque homme de mon monde comprend. Espoir, levier, faiblesse. Ils décideront ce que tu es avant que tu ne le fasses. Maya eut le souffle coupé. Et toi? Je n'ai pas encore décidé, répondit-il. Mais je sais ceci. Quel que soit le nom qu'ils te donneront, ils devront d'abord passer par moi. Le serment dans son ton l'effrayait plus qu'il ne la réconfortait, car les hommes comme Dante ne faisaient mais pas de promesses. Ils lançaient des avertissements. Leur repas arriva, des assiettes de paille faites à la main. Ni l'un ni l'autre n'y toucha. La conversation autour d'eux montait, les rires se mêlant au cliquetis du cristal. L'illusion de normalité suspendue, prête à se briser. Maya força une gorgée de vin. « Tu as dit que ta famille gère la logistique. Qu'est-ce que ça signifie vraiment ?» Il l'étudia un long moment. Cela signifie que chaque cargaison, chaque camion, chaque caisse qui traverse cette ville franchit un portail. Et depuis des décennies, ma famille en détient les clés. Ça ressemble à du pouvoir. C'était une question de survie autrefois, dit-il. Maintenant, c'est un fardeau que j'essaie de nettoyer. Nettoyer? Répéta-t-elle. Est-ce qu'une chose pareille peut l'être un jour? Il la regarda comme si la question avait plus d'importance qu'elle ne le réalisait. Repose-moi la question quand tu auras vu ce que la saleté achète. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Rocco vibra. Il se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Dante. Les yeux de Dante se tournèrent vers la fenêtre. « Qu'y a-t-il » demanda Maya. La voix de Rocco était neutre. Ethan a été repéré, au quai de Midtown, avec les hommes de Rousseau. La fourchette de Maya tomba sur son assiette. « Quai? Qu'est-ce qu'ils font avec lui? Ils marquent un point, dit Dante, se levant de sa chaise et me forçant la main. Il jeta des billets sur la table, bien assez pour effacer les témoins, puis se tourna vers elle. « Reste ici. » Non, le mot sortit avant qu'elle ne puisse le retenir. « Si c'est à cause de moi, je ne me cache pas. » Rocco soupira. « Elle a du cran, patron. » Dante croisa son regard. « Alors, reste près de moi et fais exactement ce que je dis. » Tandis qu'il s'aventurait dans la nuit, l'air de la ville lui sembla plus froid, plus aiguisé, vibrant de danger. Les lumières filaient devant les vitres de la voiture comme des alarmes silencieuses. Quelque part sur l'East River, Ethan Blake était devenu un pion sur un échiquier dont elle ignorait l'existence. Et pour la première fois, Maya se demanda non pas qui était vraiment Dante, mais ce qui arriverait lorsque le monde qu'il tentait de lui cacher s'effondrerait complètement. La pluie rendait la chaussée pavée glissante, alors que Maya suivait Dante vers le front de mer. L'écho de leurs pas était absorbé par le bourdonnement lointain de la ville. L'air nocturne charriait une morsure vive, mêlant le sel à l'essence, l'odeur de secrets enfouis sous les vagues agitées de l'Hudson. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté la voiture. Sa mâchoire était serrée, son expression indéchiffrable sous l'éclat des lumières du dock. Maya voulait poser des questions. Qui étaient ces hommes? Pourquoi avait-il tiré son arme si naturellement, comme quelqu'un qui l'avait fait trop souvent auparavant? Mais quelque chose dans son silence l'avertissait d'attendre. Le quai s'étirait à l'infini devant eux, des silhouettes fantomatiques de navires tanguant dans l'eau noire. Un cargo se dressait à proximité, sa coque marquée de rouille et d'ombre. Quelque part au loin, une sirène hurlait, un son solitaire qui lui serra la poitrine. Finalement, Dante s'arrêta sous un lampadaire vacillant. La lumière projetait de longues ombres changeantes sur son visage, le façonnant en quelqu'un de nouveau, de plus froid, de plus dur. « Tu n'aurais pas dû me suivre, »
dit-il doucement, sa voix basse et délibérée. Tu m'as demandé de te faire confiance, répliqua Maya, relevant le menton. Cela va dans les deux sens. Son regard se posa sur elle, puis s'éloigna. La confiance ne signifie pas marcher vers le danger. Alors qu'est-ce que ça signifie, Dante? Parce qu'en ce moment, je ne sais même pas qui tu es. Il hésita, le vent de la tempête tirant sur son manteau. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Le pouls de Maya s'accéléra. Découvrir quoi? Derrière une pile de conteneurs maritimes, un mouvement. Deux hommes émergèrent, manteau sombre, visage dur, le genre de personnes qui ne bronchaient pas face au chaos. L'un fit un signe de tête à Dante, parlant dans un italien haché. Maya ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. Autorité, respect. Un homme tendit à Dante une petite enveloppe. Il l'ouvrit, en parcourut le contenu, puis serra le poing autour du papier. Son expression se durcit. « Il a parlé », marmonna Dante, plus pour lui-même que pour elle. « Qui » Dante ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers les hommes et leur donna un ordre bref et précis. Ils disparurent dans l'ombre aussi vite qu'ils étaient apparus. « Dante » insista Mia. « Qui a parlé » Il croisa enfin son regard. Il y avait quelque chose de brut, de l'indignation, de la déception, de la tristesse, tout entremêlé. « Ethan » dit-il. Le nom la frappa comme une gifle. « Ethan, mon ex, de quoi parles-tu » Dante expira lentement, le genre de souffle qu'un homme prend avant de briser le monde de quelqu'un. Il n'était pas celui que tu croyais. Il n'était même pas censé se trouver à ce terminal. Il était surveillé par ma famille. « Ta famille » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Tu veux dire l'organisation de ton père » Il l'interrompit. Le syndicat Moretti. Il laissait fuiter des noms, des itinéraires, des flux d'argent, vendant des informations à nos ennemis. La seule raison pour laquelle il s'est approché de toi, c'est parce qu'il pensait que tu pouvais lui donner accès à moi. Maya recula, secouant la tête. Non, non, Ethan était. Il n'aurait pas pu. Il ne te connaissait même pas. Il en savait assez, dit Dante amèrement. Il t'a utilisé pour localiser une cargaison qui n'a jamais existé. Un piège. Et quand il a réalisé que le piège se refermait, il s'est enfui, mais pas assez loin. Le monde tournait. La pluie, le port, même son propre battement de cœur se fondait, dans un bruit assourdissant. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Cela signifie, dit Dante, s'approchant, que tu n'étais jamais censé faire partie de ça, que l'instant où tu es monté dans mon G, tout a changé. Sa voix se brisa. Changer comment? Tu es un témoin maintenant, Maya, et dans mon monde, les témoins ne survivent pas longtemps à moins que quelqu'un ne les protège. Elle le fixa, luttant pour respirer. Et tu es mon protecteur? Ses yeux s'adoucirent, la dureté vacillant un instant. Si tu me laisses faire. Pendant un moment, ils restèrent là, pris entre l'éclat de la lumière du dock et le rugissement de l'eau sombre. Puis, de quelque part dans l'ombre, un son, un déclic métallique, reconnaissable et froid. Dante bougea instantanément. Sa main se porta à son arme, son corps se tordit pour la protéger, tandis qu'un coup de feu déchirait la nuit. La balle frappa la main courante métallique à quelques centimètres de la tête de Mia, des étincelles jaillissant comme des lucioles. « À terre !» aboya Dante, la tirant derrière une caisse alors que d'autres tirs résonnaient sur le front de mer. Les hommes à qui il avait parlé plus tôt ripostèrent, leurs cris se mêlant au chaos. Maya pressa ses mains sur ses oreilles, son pouls battant plus fort que les tirs. « Qui sont-ils » haleta-t-elle. « Les hommes de Russo » grogna Dante en rechargeant. « Ils ont dû nous suivre depuis l'aéroport. » Il jeta un coup d'œil par-dessus la caisse, puis jura à voix basse. « Il faut bouger. » Avant qu'elle ne puisse protester, il lui prit la main et la guida à travers le dédale de conteneurs. Des balles ricochaient contre l'acier, l'air était épais de fumée et de pluie. Quelque part derrière eux, un homme cria en italien, une voix qui fit figer Dante. « Rousseau !» murmura-t-il, le mot teinté de venin. Maya n'avait pas besoin d'une présentation. La silhouette émergeant des ombres portait le pouvoir comme une seconde peau. Grand, aux yeux perçants, un sourire moqueur au bord de son chapeau. « Alors, c'est la fille !» murmura Rousseau, son accent doux et ironique. « Celle pour qui trahir une famille. » L'arme de Dante était stable, son expression sculptée dans la glace. « Elle ne fait pas partie de ça, laisse-la partir. » Rousseau gloussa. « Tu sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Ton père a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir, et maintenant tu te caches derrière une civile. Ce n'est pas un bouclier, claqua Dante. C'est la seule raison pour laquelle je ne suis pas comme lui. » Quelque chose passa dans les yeux de Rousseau, de la reconnaissance, peut-être de la pitié. « Attention, Regato, l'amour affaiblit les hommes, et dans ce milieu, la faiblesse te fait enterrer. » La pluie redoubla.
Le tonnerre grondait au-dessus de la rivière. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Deux mondes s'entrechoquant dans l'espace entre les coups de feu et les confessions. Puis, des phares balayant le quai. D'autres voitures approchaient. Maya se tourna, la panique montant. « Dante !» Mais il était déjà en mouvement, lui prenant la main à nouveau. « On a fini ici. » Ils coururent, se glissant par un portail latéral, tandis que les hommes de Russo criaient derrière eux. Le crissement des pneus résonna contre les entrepôts, et Maya n'osa pas regarder en arrière. Au moment où ils atteignirent la rue déserte au-delà du port, ses poumons brûlaient, sa robe collait à sa peau, et chaque pas lui donnait l'impression de courir à travers un rêve qu'elle ne comprenait pas. Finalement, Dante s'arrêta sous un panneau néon vacillant au-dessus d'un restaurant fermé. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de fureur. « Ils n'étaient pas censés nous trouver si tôt, » marmonna-t-il. « Quelqu'un les a prévenus. »« Qui ?» demanda Maya, essoufflée. Il la regarda, les yeux sombres. « Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. » Une sirène hurla au loin, devenant plus forte. Dante s'approcha, essuyant une goutte de pluie de sa joue, avec une tendresse qui ne convenait pas à une nuit pareille. « Tu as demandé qui j'étais, » dit-il doucement. « Maintenant tu sais, et si tu restes, il n'y a pas de retour en arrière. » Le cœur de Maya battait la chamade contre ses côtes. « Et si je m'en vais ?» Il déglutit difficilement. « Ils te trouveront avant le lever du soleil. » Les sirènes se rapprochèrent. La pluie redoubla. Pendant un long et haletant moment, Maya resta figée entre la vie qu'elle avait connue et le danger qui se déroulait devant elle. Puis, quelque part derrière eux, un coup de feu solitaire déchira la nuit, aigu, final, résonnant à travers la rue vide. Les yeux de Dante se levèrent vers le son, sa mâchoire se serrant. « Ça a commencé », murmura-t-il. Maya se tourna, cherchant dans l'ombre. « Qu'est-ce qui a commencé ?» Mais il ne répondit pas. Il lui prit juste la main à nouveau, la menant dans l'obscurité, tandis que les lumières de la ville scintillaient comme des fantômes autour d'eux. La tempête n'avait pas cessé depuis les docks. La pluie tombait comme si elle voulait effacer la ville elle-même, tambour contre le pare-brise, alors que Dante naviguait dans le labyrinthe des rues vides. Chaque feu rouge était un risque, chaque voiture qui passait, une menace. Maya était assise à côté de lui. Les mains accrochées à ses genoux, Maya observait les néons danser sur l'asphalte mouillé. Aucun mot n'était prononcé, mais le silence entre eux, jadis gênant, s'était transformé en une tension palpable, vibrant de tout ce qu'il refusait d'exprimer. Quand Dante, enfin, s'engagea dans une ruelle étroite bordée d'anciennes bâtisses de pierre brune, Maya fronça les sourcils. « Où allons-nous » chuchota-t-elle. « Là où ils ne nous trouveront pas » murmura-t-il en réponse. Il gara devant un édifice qui semblait abandonné. Fenêtres closes par des planches, lierre grimpant sur des murs de briques craquelées. Pourtant, lorsqu'il composa un code sur un pavé numérique dissimulé près de la porte, un clic précis, presque militaire, résonna. À l'intérieur, un autre univers s'offrait à leurs yeux. Des poutres apparentes, des rideaux de velours, une légère fragrance de whisky et de cèdre. Une cheminée diffusait sa chaleur sur des murs de pierre, et des écrans discrets scintillaient doucement sur un bureau en acajou. Ce n'était pas une simple maison, mais une forteresse camouflée en résidence. Maya balaya la pièce du regard, incrédule. « Tu vis ici ?»« Personne ne vit ici, » répondit Dante en retirant son manteau. « C'est bien là tout l'intérêt, avoua-t-elle. « Alors, que faisons-nous maintenant ? On se cache ?» La mâchoire de Dante se crispa. « Pour ce soir, oui, le temps que je découvre qui a divulgué notre position. » Il se servit à boire, ses mains fermes, bien que le verre frémit légèrement contre la carafe. « Tu trembles, fit-elle remarquer doucement. Je ne suis pas habituée à ce qu'on me tire dessus alors que tu es à mes côtés. Et tu crois que moi, si, répliqua-t-elle, sa peur se muant en frustration. Il la dévisagea, vraiment. Au-delà de sa bravade, il y avait la terreur, et sous la terreur, quelque chose d'autre, la confiance. Contre toute logique, elle lui faisait encore confiance. « Je suis désolé, » dit-il avec douceur. « Tu n'aurais pas dû être là. Tu ne devrais même pas être ici. »« Et pourtant, je suis là, » rétorqua-t-elle, croisant son regard, « parce que tu m'as dit de te faire confiance. » La lumière du foyer transformait son visage en ombre dorée. « Alors, fais-moi confiance une dernière fois, » dit-il. « Ne pars pas, pas ce soir. » Maya hésita. Tout l'incitait à s'enfuir, à trouver un hôtel, à appeler la police et à prétendre que rien de tout cela n'avait eu lieu. Mais quelque chose dans sa voix, fatiguée, sincère, presque brisée, la cloua sur place. Elle acquiesça. D'accord, une nuit de plus. 1 heure plus tard,
Elle était enveloppée dans une couverture près de la cheminée pendant que Dante travaillait à l'autre bout de la pièce. Il était en communication sécurisée, sa voix basse, ses mots percutants et brefs. Non, les docs ont été compromis. Russo a agi plus tôt que prévu. Vérifiez chaque homme qui connaissait le lieu de rendez-vous. Si je trouve la taupe avant vous, il ne vivra pas pour le regretter. Il raccrocha et expira bruyamment, passant une main dans ses cheveux. Tu es différent quand tu leur parles, remarqua Maya doucement. Il se retourna. Eux, ta famille, on dirait quelqu'un d'autre. Les lèvres de Dante esquissèrent un sourire amer. C'est parce qu'ils n'écoutent pas l'homme que je suis, mais seulement celui que je dois être. Maya l'observa. Qui est-ce, hein? Il fixa le feu. Le fils de mon père. Le silence s'installa, rompu seulement par le crépitement du bois. Finalement, elle posa la question qui la rongeait depuis l'embarcadère. Pourquoi Rousseau s'en prend-il à toi? Les épaules de Dante se raidirent. Parce que j'ai cessé d'être utile. Ce n'est pas une réponse. Il se tourna, les yeux sombres. Mon père a bâti un empire sur le sang, la contrebande, l'extorsion, les guerres de territoire, tout ça. Quand je suis rentré de la faculté de droit, j'ai cru pouvoir y changer quelque chose, l'assainir de l'intérieur. Mais dès que j'ai essayé, la vieille garde m'a traité de traître. Il posa son verre. Rousseau était l'un d'eux, le bras droit de mon père. Quand j'ai exposé l'une de ses affaires, il a juré que je le paierais. La voix de Maya s'adoucit. Alors, tu essaies de t'en sortir? Il croisa son regard. J'essaie de tout anéantir. Son cœur se serra. C'est du quasi-suicide. Peut-être, mais c'est la seule façon pour que quelqu'un soit libre. Elle se leva et traversa lentement la pièce. Le feu la baignait d'une lueur chaude. La pluie à l'extérieur battait un rythme qui correspondait à celui de son propre cœur. Et moi, Dante, quelle était ma place dans cette histoire que tu écris avec du sang et de la vengeance? Il la regarda, vraiment. Tu n'étais jamais censé en faire partie, mais maintenant, tu es la seule raison pour laquelle ça vaut la peine de la terminer. Les mots planèrent entre eux, dangereux, tendres, irrévocables. Maya eut le souffle coupé. Ne dis pas de choses pareilles. Pourquoi? Parce que je pourrais bien finir par les croire. Leurs regards s'ancrèrent, la tension plus épaisse que l'orage dehors. Alors, un son, faible, métallique, brisa le moment. Maya se figea. Qu'est-ce que c'était? Dante sortit instantanément son arme, faisant signe de se taire. Il se déplaça vers le mur du fond, appuya sur un panneau et révéla une porte cachée. Derrière, un escalier menant à l'obscurité. « Reste ici !» ordonna-t-il. « Pas question !» murmura-t-elle en le suivant. L'escalier descendait vers un sous-sol tapissé d'acier. Un coffre-fort était encastré dans le mur, sa porte légèrement entr'ouverte. La mâchoire de Dante se serra. « Quelqu'un est passé par ici !» marmonna-t-il. À l'intérieur du coffre, des liasses de billets, des passeports et une seule enveloppe posée dessus. Son nom était calligraphié en grosses lettres noires. Maya. Son sang se glaça. Dante, pourquoi y a-t-il mon nom? Il ne répondit pas. Il allait s'en saisir, mais Maya fut plus rapide. Elle l'ouvrit, les doigts tremblants. À l'intérieur, une photographie. Son père, plus jeune, debout à côté d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré jusqu'à présent, le père de Dante. Dans le coin, une date, 1988, et une signature qu'elle reconnut instantanément, l'écriture de son père. Maya retint son souffle. Qu'est-ce que c'est? Dante fixait l'image, le visage pâle. Je ne sais pas, mais elle la voyait, la vérité qui se révélait dans ses yeux, les ombres d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait choisie. Tu sais, chuchota-t-elle. Tu savais? Il secoua lentement la tête. Je me doutais, mais pas à ce point. Maya recula, la photo tremblant dans ses mains. Nos pères, ils se connaissaient? La voix de Dante était basse, hantée. Pas seulement. Je pense qu'ils ont conclu un accord. La foudre zébra la fenêtre étroite, inondant la pièce d'une lumière blanche. Dans ce bref éclair brûlant, Maya le comprit. Le regard d'un homme partagé entre l'amour et l'héritage. Quel genre d'accord? demanda-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix résonna d'en haut. Nous avons de la visite, cria un homme dans l'interphone. Des voitures noires, 3 d'entre elles arrivent si rapidement. La tête de Dante se releva d'un coup. Ils nous ont trouvés. Maya serra la photo. Que faisons-nous? Il se tourna vers elle, les yeux féroces. Nous courons, mais d'abord, tu dois savoir quoi, ce qu'il y a sur cette photo. C'est la raison pour laquelle ils ne s'arrêteront jamais. Qu'est-ce que tu dis? Il arma son chargeur, l'expression résolue. Tu n'es plus seulement une témoin, Maya. Tu es une partie de la raison pour laquelle cette guerre existe. La nuit céda la place à l'aube, mais la ville n'offrait aucune clémence. Les sirènes hurlaient au loin,
et le tonnerre grondait comme un tambour de guerre sur les Hudson. Le refuge de Dante, autrefois un sanctuaire, ressemblait désormais à une cage, chaque mur résonnant des fantômes, jamais invités par eux. Maya resta figée au pied de l'escalier, la photographie tremblante dans ses mains. Le visage de son père la regardait, plus jeune, souriant, son bras enlaçant celui du père de Dante comme un frère. Derrière eux, l'ombre d'un entrepôt arborant un symbole qu'elle ne reconnaissait pas, un serpent enroulé autour d'un poignard. Dante l'observait depuis l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable, bien que la tempête dans ses yeux le trahît. « Tu as dit que tu ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas, pas comme ça. Alors, comment cela s'est-il passé? Mon père a bâti son empire sur des alliances, des pactes de sang scellés par l'argent et la loyauté, parfois avec des personnes. Sa poitrine se serra. Des personnes, des mariages arrangés, des dettes payées avec des futurs, des promesses faites avant même la naissance des enfants. Les mots la frappèrent comme une pluie froide. « Tu penses ?»« Je ne pense pas. Je sais. » Dante s'avança, sa voix basse, grave. « Cette signature, l'écriture de ton père, c'est un contrat. Les Morettes ne concluent pas d'affaires sans signature. » Maya sentit le monde basculer sous ses pieds. Quel genre de contrat? Le genre qui lie les lignées de sang. Le silence s'étira entre eux, lourd et vibrant. La cheminée à l'étage vacillait, projetant une faible lumière dans la cage d'escalier. « Tu es en train de dire que nos pères ont arrangé quelque chose entre nous ?» La mâchoire de Dante se serra. « Je dis que ce qui se passe n'a pas commencé à l'aéroport. Cela a commencé il y a des décennies, bien avant que nous ayons eu le choix. » Son souffle devint superficiel. « Alors, je ne suis qu'une partie d'un simple accord? » « Non. » Sa voix brisa le mot en deux, acérée et désespérée. « Tu n'es pas un accord. Tu es la seule chose que je n'avais pas prévue. Et c'est peut-être pour ça que tu es la plus importante. » Maya baissa les yeux vers la photo, son reflet tremblant sur la surface glacée. Un accord, une promesse, une malédiction. Son père était mort quand elle avait 17 ans. 17. Un accident de voiture qui lui avait toujours semblé étrange, trop soudain, trop net. Et si sa mort n'était pas un accident? Chuchota-t-elle. Dante se figea. Et si c'était lié à ta famille? Avant qu'il ne puisse répondre, une voix crépita dans les communications. Le même homme qu'avant. Boss, il se rapproche. Ruelle Est et toi. Nous avons moins de 5 minutes. Le visage de Dante se durcit instantanément. Faites vos bagages. Ne prenez que l'essentiel. Maya serra la photographie. Je ne pars pas sans réponse. Alors tu ferais mieux de les poser vite, dit-il en chargeant son arme. Elle s'avança, lui bloquant le chemin. Ton père a-t-il tué le mien? La question fendit l'air comme une lame. Pendant un instant, il ne dit rien, puis, doucement, douloureusement, s'il l'a fait, il ne me l'a jamais dit. L'honnêteté dans ses yeux était pire que le déni. Cela signifiait qu'il n'était pas sûr. Cela signifiait que c'était possible. Le tonnerre éclata au-dessus de leur tête. Les lumières vacillèrent. Quelque part dehors, des pneus crissaient. Le son des moteurs déchirait la pluie. Dante lui attrapa le poignet. « Nous devons bouger maintenant. »« Où ? Un emplacement secondaire, un entrepôt à Red Hook, un que mon père ne connaît pas. » Elle hésita. « Et s'il le connaît ?» Ses lèvres se pressèrent en une ligne mince. « Alors nous ne cessons pas de courir. » Ils franchirent une porte de service et débouchèrent dans la ruelle, la pluie fouettant leurs visages. Un VUS noir les attendait, vitres teintées, moteur vrombissant. L'un des hommes de Dante, grand et large d'épaules, ouvrit la porte arrière. « Nous avons 2 minutes avant qu'il ne nous coupe la route, » dit-il. En montant, Maya jeta un coup d'œil au refuge. À travers les rideaux de pluie, elle crut apercevoir un mouvement, une lueur dans la fenêtre. Un éclair, vif et soudain, déchire l'air. L'explosion qui suit ravage le bâtiment. L'onde de choc secoue le tout-terrain, le faisant tanguer sur ses suspensions. Maya pousse un cri, serrant la photographie contre elle, tandis que des débris pleuvent, c'est comme de la cendre. « Roule !» hurle Dante. Les pneus crissent et le véhicule s'élance, filant à travers l'allée pendant que les flammes dévorent le refuge derrière eux. Maya fixe l'arrière, son pouls battant la chamade. « Tu avais dit qu'ils ne pouvaient pas nous trouver. Quelqu'un de mon équipe leur donne des informations. » Dante grogne. C'est la seule façon pour Russo de toujours avoir une longueur d'avance. Alors, tu ne sais même plus à qui tu peux faire confiance. Plus maintenant. La pluie brouille tout, rue, phare, visage, jusqu'à ce que la ville elle-même semble se dissoudre dans le chaos. Ils atteignent Red Hook juste avant l'aube. Le ciel est d'un violet contusionné, des nuages bas et lourds planant au-dessus de l'étendue industrielle.
L'entrepôt se dresse près de l'eau, silencieux et désert. Son enseigne est délavée et indéchiffrable. À l'intérieur, l'air sent le sel et la rouille. Des caisses s'alignent le long des murs, certaines étiquetées en italien, d'autres vierges. Une unique lumière pend d'une poutre de fer, oscillant faiblement au gré du vent. « Nous resterons ici jusqu'au coucher du soleil, » dit Dante. « Ensuite, nous repartirons. » Maya s'affaisse sur une caisse, serrant la couverture qu'un de ses hommes lui a tendue. « Tu vis comme ça tout le temps ? » ?»« Depuis que j'ai tourné le dos à mon père. Oui. Pourquoi n'es-tu pas simplement partir de New York, quitter la famille ? On ne peut pas fuir son sang, dit-il doucement. Il la regarde alors, et dans ses yeux, elle distingue quelque chose de brut, non seulement de la peur, mais aussi du chagrin. Ce genre de chagrin qui vient en perdant des morceaux de soi, décision après décision. Si ton père était impliqué là-dedans, dit-elle, alors peut-être que nous avons tous les deux perdu plus que nous ne le pensions. Dante s'accroupit devant elle. Si cette photo est authentique, alors tout ce que j'ai cru sur l'empire de mon père, sur ma vie, est un mensonge. Et toi, tu pourrais être la clé pour le prouver. Son souffle se coupe. Que veux-tu dire ? Il y a un dossier, un grand livre caché, les accords privés de mon père, chaque nom, chaque dette, chaque serment de sang. Si nous le trouvons, nous saurons exactement ce qu'il a fait et pourquoi. Et s'il a vraiment tué mon père, sa voix baisse. Alors je le détruirai moi-même. La gorge de Maya se serre. Tu ferais la guerre à ta propre famille. Je l'ai déjà faite. L'air entre eux s'épaissit, non pas de danger, mais de quelque chose de plus profond. Une connexion, une détermination. Elle tend la main, ses doigts effleurant les siens. Alors tu n'es plus seul. Il soutient son regard, ses yeux sombres et tendres à la fois. Toi non plus. La lumière au-dessus vacille une fois, 2 fois, puis s'éteint, plongeant la pièce dans l'ombre. Un instant plus tard, une voix résonne dans l'obscurité. Touchant. Le sang de Maya se glace. Elle connaissait cette voix. De l'embrasure de la porte, une silhouette avance, trempée, furieuse, vivante. Ethan, il esquisse un léger sourire, son arme luisante sous la faible lumière. Je t'ai manqué ? Dante sort son arme, la fureur s'allumant comme un feu. Tu aurais dû rester enterré ? Ethan incline la tête, les yeux froids. Et toi, tu aurais dû rester loyal. L'eau de pluie dégouline des chevrons, formant de minuscules flaques sur le sol en béton. L'entrepôt est silencieux, à l'exception de l'écho des pas d'Ethan qui sort de l'ombre, pistolet levé, les yeux perçants, le sourire vide. Le souffle de Maya se coupe. Pendant des semaines, elle a revécu sa trahison dans son esprit, cherchant des raisons. Le voir maintenant, vivant et debout à côté de l'homme qui a failli les tuer tous les deux, brise chaque fragment fragile de compréhension qu'elle avait construite. « Tu es censé être mort », murmure-t-elle. Le sourire d'Ethan s'accentue. « Tu devrais savoir maintenant, ma chérie. Rien ne reste enterré dans cette ville, ni les secrets, ni les fantômes. » Dante se place devant elle, l'arme tirée, posture rigide. « Tu as 10 secondes pour t'expliquer avant que je ne mette fin à ça. » Ethan ricane, toujours le même Dante Moretti, pensant toujours que c'est toi qui tiens la gâchette. Tu ne réalises même pas à quel jeu tu joues. « Tu m'as vendu, » lance Dante. « Tu as donné mes coordonnées à Rousseau. »« Correction, » dit calmement Ethan. « J'ai donné tes coordonnées à ton père. Rousseau n'a fait que collecter la récompense. » Les mots frappent comme des balles. Le doigt de Dante tressaille sur la gâchette. « Tu mens. » « Est-ce que je mens ?» Ethan incline la tête, ses yeux se posant sur Maya. « Demande-lui pourquoi son père a signé ce contrat il y a 27 ans. Demande-lui ce qu'il échangeait. » Le cœur de Maya s'affole. « De quoi parles-tu » L'expression d'Ethan s'adoucit, presque compatissante. « Ton père n'était pas un simple comptable d'hôpital, Maya. C'était le comptable, l'homme qui tenait les registres du syndicat Moretti à l'époque où il opérait encore depuis Bay Ridge. Il en savait trop. Quand il a essayé de partir, ton père a conclu un accord, un serment de sang avec Giovanni Moretti lui-même. » Elle secoue violemment la tête. « Non, mon père n'était pas. Il ne pouvait pas. Il a échangé sa vie contre la tienne, » interrompt Ethan. « Ta protection en échange du silence. Mais quand Giovanni est mort, ce serment est devenu négociable. Dante se fige, le visage décoloré. Ça ne peut pas être vrai. Tout est dans les registres, dit Ethan. Tu penses que j'ai passé 3 ans à faire semblant de l'aimer pour rien ? J'ai été envoyé pour les trouver, pour la ramener quand le vieil homme allait réclamer sa dette. Maya recule comme si elle avait été frappée. Tu t'es servi de moi ? La voix d'Ethan vacille. Au début, oui, mais ensuite je... Non, siffle-t-elle, les larmes lui brûlant les yeux. N'ose pas. La main de Dante se resserre autour de son arme.
tu as fini de parler. Pas encore, le ton d'Ethan se durcit. Tu veux ma mort? Bien, mais si tu me tires dessus, la vérité meurt avec moi. Le grand livre, les dossiers, chaque accord que ton père a conclu, ils sont cachés, et je suis le seul à savoir où. Un lourd silence s'installe. La pluie bat sur le toit, le tonnerre gronde comme le battement de cœur de la ville. Que veux-tu? Exige Dante. Le regard d'Ethan glisse vers Maya. Elle, sur mon cadavre? C'est une option, dit Ethan nonchalamment. L'autre, elle vient avec moi. Je l'emmène à ton père. Il blanchit ton nom, lève la prime, et tu es libre. Tu récupères ton empire. Tout le monde y gagne. L'estomac de Maya se noue. Tu es fou. Ethan s'approche, son arme stable. Tu ne comprends pas ce qui arrive. Rousseau n'est rien, c'est un pion. Le vieil homme construit quelque chose de plus grand. Des alliances avec les syndicats de Miami et Vegas. Quiconque se met en travers de son chemin est enterré. Et toi, Maya, tu n'es pas seulement sur son chemin. Tu es le maillon faible. La voix de Dante est basse, meurtrière. Tu penses que je vais la livrer? Tu n'auras pas à le faire. Les yeux d'Ethan s'adoucissent à nouveau, presque tendres. Elle le fera elle-même. Maya le fixe, l'incrédulité cédant la place à l'horreur. Pourquoi irais-je jamais avec toi? Parce que si tu ne le fais pas, il meurt. Les mots planent comme de la fumée. Ethan incline son arme, non pas vers Maya, mais vers Dante. Ici et maintenant. Dante ne bouge pas, ne bronche pas, ses yeux rivés sur les siens. N'ose pas, dit-il doucement, n'y pense même pas. Je ne vais pas te laisser mourir à cause de moi, murmure Maya. Tu penses que partir avec lui me sauve? Ça ne sauve personne. Il nous tuera tous les deux une fois qu'il aura fini. Ethan rit doucement. Vous faites vraiment un bon film, vous deux. L'esprit de Maya s'emballe. Si Ethan disait la vérité, si son père avait vraiment conclu un accord avec celui de Dante, alors cette guerre n'était pas seulement leur guerre, c'était aussi la sienne. Où est le grand livre? Demande Dante. En sécurité, dit Ethan, caché dans un endroit où ton père a juré de ne jamais retourner. Il marque une pause, laissant le silence s'installer. L'église de Red Hook. Les yeux de Dante se plissent. Celle avec les fenêtres barricadées. Ethan sourit. Drôle comme le passé ne meurt jamais vraiment, hein? Il recule, son arme toujours pointée sur Dante. Tu as 12 heures pour décider. Amène-la à l'église avant minuit, seule. Fais ça et je te donnerai le grand livre. Tu auras la preuve, tu sauras tout. Il regarde Maya. Ou ne le fais pas, mais si tu ne te montres pas, j'apporterai la guerre à ta porte. Puis, dans un éclair, il tire. Maya hurle alors que la balle déchire l'air, frappant l'une des poutres en acier à côté de la tête de Dante. Des étincelles explosent dans l'obscurité. Au moment où l'écho s'estompe, Ethan a disparu, englouti par la tempête. Maya s'effondre contre la caisse, tremblante. Il ment. Il le doit. Dante rengaine son arme, le visage sombre. Pas à propos de l'Église, cet endroit est réel. Et si le grand livre est là, alors la vérité aussi. Elle lève les yeux, brillants de larmes. Et si la vérité te détruit? Il soutient son regard, la voix ferme. Alors nous brûlerons ensemble. Dehors, le tonnerre gronde à nouveau. Non pas du ciel cette fois, mais des moteurs qui approchent. Le téléphone de Dante vibre une fois, un seul message sur l'écran. Ils nous ont trouvés. 2 minutes. Il se tourne vers Maya. On dirait que nous n'avons pas encore fini de courir. Maya serre la photographie plus fort, le cœur battant. Où allons-nous? Au seul endroit où mon père a juré de ne jamais revenir, dit Dante. Si Ethan dit la vérité. Il arme un coup, les yeux sombres de détermination. Alors cette église renferme les péchés de nos 2 familles. La tempête s'était calmée au lever du soleil, mais la ville portait encore ses cicatrices. Des flaques d'eau reflétèrent des lampadaires brisés, et le brouillard s'enroulait bas sur la baie, enveloppant Red Hook dans le silence. L'église se dressait devant eux, un squelette de pierre et de délabrement, ses vitraux disparus depuis longtemps, son clocher fendu comme une blessure dans le ciel. Maya hésite à la grille, serrant fermement sa veste. « Es-tu sûr que c'est ici? » « Il n'y a qu'une seule église à Red Hook que mon père a promis de ne jamais toucher, » dit Dante, scrutant la rue déserte. Si Ethan disait la vérité, le grand livre est à l'intérieur. L'air était lourd de sel et de rouille. Quelque part au loin, une corne de navire gémit à travers le brouillard, un son solitaire qui fait hérisser les poils sur ses bras. Dante pousse la porte, et elle grince comme une chose vivante. À l'intérieur, l'air est plus froid. Des poussières flottent à travers de minces faisceaux de lumière, tombant comme des fantômes sur des bancs fissurés et des icônes oubliées. L'autel gisait brisé, à moitié enfoui sous les décombres. « Il l'a caché ici, » murmure Maya. « Si mon père voulait enterrer ses péchés,
une église serait l'endroit le plus cruel pour le faire, dit Dante. Ils avancent prudemment dans l'allée. Chaque pas résonne comme une confession. Derrière l'autel, Dante trouve ce qu'il cherchait, une trappe dissimulée sous un tapis déchiré et scellée par des verrous rouillés. Il s'agenouilla, sortant un outil de son manteau pour les décrocher un par un. « Aide-moi à soulever, » dit-il. Ensemble, ils soulevèrent la trappe. Un escalier s'enfonçait dans l'obscurité, l'air humide et immobile. Dante tira une petite lampe de poche de sa poche, dont le faisceau perçait le noir. La cave en dessous était taillée dans de vieilles pierres, les murs tapissés de caisses et de tonneaux, certains marqués d'insignes défraîchis, le serpent et le poignard de la photographie. Au centre, un seul coffre reposait sur un piédestal de pierre, lourdement verrouillé. Le pouls de Maya s'accéléra. « C'est ça, n'est-ce pas ?» Dante s'approcha lentement, s'accroupissant devant. La serrure était gravée du blason des Moretti. Il effleura la surface de la main, puis tira une petite clé d'une chaîne autour de son cou, une qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Mon père me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans, » murmura-t-il, ajoutant qu'un jour, je l'utiliserais pour réclamer ce qui était à moi. « T'es-tu déjà demandé ce que cela signifiait ? Je pensais qu'il parlait de l'Empire. » Il la regarda dans les yeux. Peut-être qu'il parlait de la vérité. La serrure s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur reposait un grand livre relié en cuir, les bords dorés, les pages jaunies par le temps. Dante le souleva avec révérence, comme s'il craignait qu'il ne s'effrite entre ses mains. Maya se pencha. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » Il l'ouvrit à la première page. Des colonnes manuscrites, des noms, des dates, des symboles, des dettes de sang, des livraisons, des paiements, et près du milieu, 2 signatures, Giovanni Moretti et Thomas Rivera, le nom de son père. Au-dessous, une seule ligne écrite en latin, « Sanguinem solvuntur », payé avec du sang. La voix de Maya trembla. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que ton père avait une dette qu'il ne pouvait pas rembourser et qu'il l'a payée de sa vie. Ses genoux faillirent n'y céder. »« Alors, il a vraiment été assassiné, » termina Dante doucement, « mais pas par mon père. » Il tourna la page. L'entrée suivante énumérait un nom encerclé 2 fois à l'encre rouge. Marco Vital. Maya fronça les sourcils. « Qui est-ce » L'expression de Dante se durcit. « Mon cousin, mon second ?» La réalisation les frappa tous les deux en même temps. « C'est la taupe » souffla Dante. Il a tout donné à Rousseau, le quai, la planque, même la photo. Le cœur de Maya battait la chamade. Pourquoi ferait-il ça ? Parce qu'il pense qu'il devrait être l'héritier. Et si Rousseau me tue, il obtient le trône par défaut. Il referma le registre d'un coup sec, la fureur bouillonnant sous la surface. Il a utilisé Ethan, il t'a utilisé. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Alors, mon père est mort à cause de la guerre de ta famille, et maintenant nous sommes piégés dans la même. Dante s'avança, lui saisissant doucement les épaules. Non, nous finissons ici. Nous utilisons ce registre pour les démasquer tous. Chaque affaire, chaque mensonge. Une fois que le Conseil le verra, il n'aura d'autre choix que de dépouiller l'héritage de mon père. Et s'ils s'en prennent à nous, alors ils découvriront que nous ne fuyons plus. L'instant resta suspendu entre eux, la résolution mêlée à quelque chose de plus profond, puis un bruit. Des bottes, plusieurs paires crissant sur du verre brisé au-dessus. La tête de Dante se releva brusquement. « Ils sont là !» Le pouls de Maya s'affola. « Comment, Marco ? Il a dû nous suivre. Il veut le registre. » Il le fourra dans sa veste et lui saisit la main. « Sortis de secours maintenant !» Ils coururent à travers la cave, tandis que des bruits de pas résonnaient dans l'escalier. Une voix hurla en italien, sèche et furieuse. Une autre répondit, calme, familière. « Marco, il va vraiment te tuer, » murmura Maya. « Pas si je l'atteins le premier. » Ils débouchèrent dans un couloir latéral, montant un escalier étroit vers une porte barricadée. Dante l'ouvrit à l'épaule, les faisant tomber dans une ruelle derrière l'église. Mais avant qu'ils ne puissent se bouger, une arme s'arma. « Tu pars si tôt ?» Marco Vital se tenait dans le brouillard, flanqué de 2 hommes armés. Son manteau sur mesure était trempé, son sourire paresseux, cruel. « Tu as toujours été doué pour trouver ce qui ne t'appartenait pas, » dit-il d'un ton traînant. « Mais ça, ce grand livre est à moi. » Dante tira son arme. « Tu nous as vendus, tu as fait tuer son père. » Marco haussa les épaules. « Dommage collatéral, chaque empire est bâti sur des os, même le tien. »« Tu as trahi le sang. »« Non, cousin, » ricana Marco. « Je l'ai libéré. » La pluie recommença. Douce d'abord, puis plus forte, tambourinant contre l'acier et la pierre. « Donne-le, Dante. Tu es en infériorité numérique et tu ne risquerais pas sa vie. » Le cœur de Maya battait la chamade. Dante ne bougea pas. « Tu as raison, » dit-il calmement.
Je ne le ferai pas. Puis, plus vite que la pensée, il lança le registre, non pas à Marco, mais en l'air sous la pluie. Alors que les yeux de Marco le suivaient, Dante tira. Le tir érafla l'épaule de Marco. Il trébucha en arrière, jurant, tirant en désordre. Maya plongea derrière une benne à ordures, tandis que les balles sifflaient en l'air. Dante se déplaçait avec précision, chacun de ses tirs délibérés, protecteurs, non pour tuer, mais pour gagner du temps. « Cours !» cria-t-il. Elle hésita, son cœur partagé entre la peur et la loyauté. Mais quand elle regarda en arrière, il saignait déjà, une éraflure sur le bras, les dents serrées de douleur. Elle rampa vers le registre, qui avait atterri dans une flaque, les pages trempées. Ses doigts effleurèrent la couverture juste au moment où Marco s'élança, lui saisissant le poignet. « Pas si vite, princesse !» Dante rugit, le taclant au sol. L'arme partit une fois, 2 fois, avant de tomber au loin. La pluie tombait à verse, lavant le sang dans les fissures du trottoir. Les hommes de Marco s'enfuirent dans le brouillard, ne laissant que des échos derrière eux. Dante se tenait au-dessus de Marco, la poitrine haletante, l'arme pointée sur le cœur de son cousin. « Tu aurais pu tout avoir, » dit Dante, « mais tu as choisi ça. »« Non, » toussa Marco, du sang jaillissant de ses lèvres. « J'ai choisi la liberté. » Il rit doucement, rauque, puis murmura quelque chose qui glaça le sang de Dante. « Tu penses que le vieux est parti? Il attend, cousin, et quand il découvrira ce que tu as fait, il la brûlera en premier. » La main de Dante trembla une seconde. Maya pensa qu'il allait tirer, mais il baissa son arme. « Non, » dit-il doucement, « tu ne vaux pas une balle. » Il se détourna, saisissant la main de Maya. « Nous en avons fini ici. » Derrière eux, le rire de Marco les suivit, brisé, dément. « Tu ne peux pas échapper au sang, Dante. Aucun de nous ne le peut. » Alors qu'ils disparaissaient dans le brouillard, la cloche de l'église, longtemps silencieuse, sonna une fois, grave et creuse, comme un avertissement. La nuit tomba comme un rideau sur la ville. Du toit surplombant l'East River, Dante regardait la skyline, s'illuminer de lumière et de sirènes. En bas, les rues palpitaient de vie. Taxis, fumée, ombre. Mais dans son monde, le silence ne signifiait qu'une chose, une tempête approchait. Maya se tenait à ses côtés, enveloppée dans un manteau emprunté, ses cheveux humides de la pluie. Le grand livre était ouvert sur la caisse entre eux, les pages déchirées et tachées, mais toujours lisibles. Chaque signature, chaque péché mis à nu sous les néons de la ville. « Combien de noms y a-t-il là-dedans » demanda-t-elle doucement. « Trop, » dit Dante. « Des politiciens, des juges, des hommes que mon père possédait depuis des décennies. » Il tourna à la dernière page. Elle ne portait aucun numéro, aucune affaire, seulement une ligne écrite de la main ferme de son père. Toutes les dettes se terminent dans le sang. Maya frissonna. Il savait que ce jour viendrait. « Il l'a construit, » dit Dante. Brique par brique, mensonge par mensonge. Il ferma le livre. Je voulais croire que je pouvais réparer ce qu'il avait cassé. Mais peut-être que la seule façon de mettre fin à cela est de tout brûler. Tu veux dire ton empire? Mon héritage? Corrigea-t-il. Celui que je n'ai jamais demandé. Maya regarda la rivière, les lumières scintillant sur sa surface sombre. Si tu le détruis, que nous arrive-t-il? Il croisa son regard, la ville se reflétant dans ses yeux. Alors peut-être que nous pourrons enfin vivre. Elle voulait le croire que l'amour pouvait survivre à un héritage bâti sur le sang. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le léger grondement des moteurs rompit le silence. La tête de Dante se tourna vers la rue en contrebas. 4 voitures noires s'alignèrent, les phares perçant le brouillard, les portes s'ouvrant à l'unisson, des hommes en costume en jaillirent, précis, armés, disciplinés, et au milieu, sortant en dernier, Giovanni Moretti. Même d'en haut, Maya sentit sa présence. Grand, impeccablement habillé, cheveux argentés lissés en arrière, yeux froids comme le marbre. Un homme qui portait son pouvoir comme une armure et ses péchés comme une écriture. Le souffle de Dante se coupa. Il est venu lui-même. « Ton père » ? « Non, » murmura Dante. « Mon juge d'en bas. » Giovanni leva les yeux et sourit. Il savait déjà qu'ils étaient là. « Il veut que tu descendes » murmura Maya. « Non » dit Dante. « Il veut que je m'agenouille. » Le vieil homme leva la main. Les moteurs des voitures s'éteignirent. Le silence tomba comme un verdict. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Maya. « On en finit. » Quelques minutes plus tard, ils descendirent sur l'escalier de secours, chaque pas lourd d'inéluctabilité. La rue sentait la pluie et le pétrole. Dante marcha devant, le dos droit, le registre à la main comme une arme. Giovanni les regarda approcher, son sourire mince. « Mon fils, dit-il, sa voix douce, résonnant comme un sermon.
tu as fait pas mal de dégâts. Tes dégâts, répondit Dante. J'ai juste trouvé le balai. Le rire du vieil homme était doux, dangereux. Tu as toujours été intelligent, trop intelligent. Tu penses pouvoir effacer des décennies de pouvoir à cause d'une fille? Maya se raidit. Dante se plaça devant elle. Il ne s'agit pas d'elle. Non, les yeux de Giovanni s'aiguisèrent. Tout ce que tu as fait depuis cet aéroport a été à cause d'elle. Tu m'as défié, tu as saigné pour elle, tu as brûlé ta propre maison pour elle. Parce que ma maison était bâtie sur des tombes. Le sourire de Giovanni s'évanouit. Et maintenant tu as creusé la tienne. Il fit un geste et deux hommes s'avancèrent. L'un portait une mallette, l'autre une arme. Tu as toujours voulu un choix, Dante, dit Giovanni. Alors, le voici. Il hocha la tête et le premier homme ouvrit la mallette. À l'intérieur se trouvaient deux objets, un stylo en or gravé du blason des Moretti et une seule balle. Signe le registre, dit doucement Giovanni. Amène-la-moi, rétablis ce qui est à moi, et je te laisserai vivre. Tu hériteras de tout ce que j'ai construit. Pouvoir, respect, liberté. Il marqua une pause. Ou défie-moi à nouveau, et cette balle met fin à tout. Elle, toi, cette farce que tu appelles la rédemption. Maya retint son souffle. Il veut que tu te taises, lança Giovanni. Les hommes parlent, les femmes écoutent. La main de Dante se serra en un point. Tu ne la toucheras jamais. Les yeux de Giovanni brillèrent. Tu tuerais ton propre père pour elle? Je la sauverai de l'homme qui a tué le mien. Une onde traversa les soldats. La mâchoire de Giovanni se serra. Alors tu as trouvé le registre. Dante le souleva. Je t'ai trouvé. Chaque mensonge, chaque cadavre que tu as enterré sous ce nom. Tu voulais que je sois ton héritier. Alors écoute-moi, père, je n'hérite de rien. Il jeta le registre aux pieds de Giovanni. Les pages s'entr'ouvraient en frémissant, les noms surgissant comme des spectres dans des phares éblouissants. « Tu détruis ça !» déclara Dante, « et le monde t'oubliera peut-être, mais moi, jamais. » Giovanni fixa le livre, puis son fils, sa voix se réduisant à un murmure. « Tu crois que cette fille va te sauver? C'est pourtant elle la raison de notre malheur. Son père m'a trahi. Tu devais mettre fin à sa lignée, pas t'y attacher. » Le cœur de Maya fit un bond. « Quoi? Il a envoyé Ethan pour toi ?» Giovanni continua. « Et quand ce fou est tombé amoureux, j'ai envoyé Marco, et quand il a échoué, je suis venu moi-même. » La voix de Dante trembla de fureur. « Tu les as tous manipulés, tu les as tous tués. »« Non, mon fils, » rétorqua son père. « Je les ai formés, tout comme je t'ai formé. » Un éclair zébra le ciel, illuminant les deux hommes, reflet mutuel de fierté et de douleur. Giovanni s'avança, les bras tendus. « Tu ne peux pas me fuir, Dante. Tu es moi. » Dante leva son arme. « Plus maintenant. » Maya tendit la main, l'appelant Dante. Mais avant qu'il ne puisse tirer, les hommes de Giovanni dégainèrent leurs armes. Des dizaines de canons braqués, un piège, une sentence, une fin inéluctable. Giovanni sourit tristement. « Je te pardonne, mon fils. »« Ne fais pas ça, » rétorqua Dante. « Tu ne pardonnes pas, tu effaces. » Maya saisit son bras, murmurant « Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Pour la première fois, Dante hésita. Son regard se posa sur elle, une chaleur dans ce monde devenu glacial. Puis, un coup de feu claqua. Un seul. Il ne venait pas de Dante. Giovanni chancela, les yeux écarquillés, une tache rouge s'épanouissant sur sa poitrine. Derrière lui, Ethan se tenait dans l'ombre, pâle, blessé, mais vivant. « Tu ne termineras pas ça, » dit-il. Giovanni tomba à genoux, le choc submergeant sa fierté. Il tendit la main vers Dante, les doigts tremblants. « Tu le regretteras, » murmura-t-il. « Le sang n'oublie jamais. » Puis, il s'effondra, la pluie lavant le pourpre dans le caniveau. Dante baissa lentement son arme, fixant Ethan. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je lui devais ça, » dit Ethan, la voix brisée, « et parce que j'en avais marre d'être l'arme de quelqu'un. » Il laissa tomber son pistolet, tituba avant de s'écrouler. Maya se précipita vers lui, soutenant sa tête tandis que sa respiration s'affaiblissait. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour tout, Ethan. » Mais ses yeux se fermèrent, un léger sourire aux lèvres. Pas la paix, mais la libération. Dante s'agenouilla à leur côté, la pluie ruisselant sur son visage. Un instant, tous trois restèrent silencieux, unis par la perte, par l'amour, par le sang. Puis, des phares scintillèrent de nouveau au loin. Davantage de voitures, davantage d'hommes. La guerre n'était pas terminée. Pas encore. Dante se leva, serrant la main de Maya. « Nous devons partir. » Elle regarda le corps de Giovanni, celui d'Ethan, le registre à moitié trempé par la pluie. « Et eux ? » ?»« Nous les laissons, » dit-il. « Nous en avons assez d'enterrer les morts. » Ils disparurent dans le brouillard.
les sirènes se rapprochant, les lumières de la ville vacillant comme des étoiles à travers la fumée. Et tandis que la pluie s'intensifiait, Maya comprit la vérité que son père avait tenté de protéger. Personne n'échappe à son sang. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il réécrire ce que cela signifiait. Le soleil se leva sur Manhattan comme un témoin réticent, déversant son or pâle sur les rues encore humides de pluie et de poudre. La fumée s'échappait du quai où la dernière bataille avait eu lieu. Des sirènes hurlaient au loin, la ville pleurant son roi. Giovanni Moretti était mort, et avec lui, l'empire qu'il avait bâti sur la peur commençait à s'effondrer. D'un toit de l'autre côté de la rivière, Dante observait l'horizon en silence. Le vent fouettait son manteau, la ville s'étendant à l'infini devant lui, un royaume qu'il ne désirait plus. Entre ses mains, le registre était clos, son poids plus lourd que n'importe quelle couronne. Maya s'approcha de lui, ses doigts frôlant les siens. « Ils viendront te chercher, » murmura-t-elle. « Qu'ils viennent, » dit-il doucement. « Il ne leur reste plus rien à prendre. Tu pourrais reconstruire, » proposa-t-elle, « en faire quelque chose de meilleur. » Dante secoua la tête. Le nom des Moretti est trempé de sang. On ne peut pas purifier quelque chose comme ça, on ne peut que l'enterrer. Il la regarda, vraiment. Le chaos s'estompant autour d'elle comme le brouillard se retirant à la lumière. « Tu m'as un jour demandé qui j'étais, » dit-il. « Je crois que je sais enfin. »« Qui ?» ?»« Un homme qui a cessé de fuir. » Elle sourit faiblement. « Et moi ? Tu es la raison pour laquelle j'ai arrêté. » Pendant un long moment, le monde retint son souffle. Pas de coup de feu, pas de pas, pas de menace dans l'obscurité. Juste eux, deux âmes liées par leurs cicatrices, se tenant au seuil d'un futur qu'ils n'avaient pas encore nommé. À midi, la ville bourdonnait de rumeurs. Le patriarche Moretti avait disparu, ses héritiers volatilisés, le conseil fracturé, les anciennes alliances brûlant avec les registres qui les liaient autrefois. Mais sur un petit aérodrome en dehors de la ville, sous le ronronnement régulier d'un jet privé, Dante et Maya se préparaient à tout laisser derrière eux. Maya jeta un coup d'œil à l'avion, élégant, blanc, quasi paisible sous le ciel ouvert. « Tu crois vraiment qu'on peut juste s'en aller ?»« Pas s'en aller, » rectifia Dante. « S'enfuir. » Il lui tendit un passeport, un nouveau nom, une nouvelle vie, la sienne. « Je n'en ai pas besoin, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de toi. » Les yeux de Dante s'adoucirent. « Tu auras les deux. Et toi ?»« Ah, j'ai une dernière chose à faire. » Son cœur se serra. « Quelle chose ?» Il regarda vers la ville. « Il y a un refuge en ville. À l'intérieur se trouvent comme toutes les preuves liées aux opérations de mon père. Si je m'en vais maintenant, cela tombera simplement dans les mains d'un autre monstre. Je vais finir ce qu'il a commencé et le détruire. » Maya le rejoignit. « Alors je viens avec toi ?»« Non, » il secoua la tête. « Tu as déjà trop sacrifié. Toi aussi. » Ils restèrent là, enfermés dans le silence, le rugissement sourd du moteur emplissant l'espace entre eux. Puis, lentement, il sourit. Petit, fatigué, authentique. « Tu es têtu et tu n'as plus d'option. » Il rit, le premier rire sincère depuis des années, semblait-il. « Alors finissons ça ensemble. » Cette nuit-là, ils allumèrent le dernier feu. L'ancien entrepôt brûla vivement contre l'horizon. Des flammes léchèrent le ciel, tandis que papier, registres et fausse fortune se transformaient en cendres. Ce n'était pas une vengeance, c'était une absolution. Tandis qu'ils observèrent de l'autre côté de la rue, Maya prit sa main. « C'est fini, » murmura-t-elle. Dante hocha la tête. « Non, ça commence. » Ils s'éloignèrent des flammes, marchant dans la nuit. Aucune sirène derrière eux, aucune ombre à leurs trousses. Seulement l'écho de leurs pas, régulier et synchrone. Un an plus tard, le soleil inondait la terrasse d'un petit café surplombant la Méditerranée. L'air était doux, la mer calme, le monde méconnaissable par rapport à celui qu'ils avaient laissé derrière eux. Maya était assise à une table de coin, son carnet de croquis ouvert, une tasse d'espresso refroidissant à ses côtés. Elle portait du blanc, léger, doux, libre. Les rires des touristes flottaient en l'air, se mêlant aux parfums salés et citronnés. Derrière le comptoir, Dante se mouvait silencieusement. Pas de costume, pas d'armes, pas de fantôme, juste un homme réapprenant à vivre. Il remplit 2 tasses, les porta à sa table et s'assit en face d'elle. « Ça te manque parfois ?» demanda-t-elle. « Le bruit ?» Il sourit. « Parfois. Le danger ? Jamais. Et le nom ?» Il secoua la tête. « Moretti est mort cette nuit-là. L'homme assis ici, il fait juste du café. » Elle sourit, tendant la main par-dessus la table pour entrelacer ses doigts aux siens. « Et moi, je dessine juste. » Un instant, ils ne dirent rien. La mer scintillait devant eux, dorée et infinie.
Le passé était lointain, pas oublié, mais pardonné. Dante leva sa tasse aux secondes chances. Maya sourit à la vie que nous avons choisie. Leurs tasses tintèrent doucement, non pas comme des coups de feu, mais comme la paix. Au-dessus d'eux, des mouettes planaient à l'horizon. Le vent ne portait aucune odeur de fumée, seulement le sel et la lumière du soleil. Et pour la première fois de leur vie, l'avenir leur semblait tangible. La fin. L'amour ne peut effacer le passé, mais il peut en réécrire la fin. Votre soutien est d'une importance capitale et nous motive à vous offrir davantage d'histoires fascinantes de ce type.